Sleigh bells ring, are you listening? C'est l'ambiance des fêtes, parents et amis. Et amis, aujourd'hui, ça va être l'ami de toujours. La Bible, marketing et médias, le prof des profs. Hey, c'est-tu bien dit, ça, mon Luc? C'est magnifique! Mais quelle entrée en matière! C'est solide! Is a new bird. Sing a love song. Well, we stroll along. J'espère que quand vous écoutez, il y a une petite neige qui tombe dehors et non pas de la pluie. L'ambiance est là. In the meadow, we can build a snowman. Et Luc, il faut dire que au fil des années, depuis 20-25 ans, on a toujours fait notre spécial de Noël, mais là, on le fait un peu plus, je dirais, actualité. Hein? Bilan marketing, bilan communication, médias, publicité également. Et évidemment, on va se parler un petit peu de Noël. C'est oui. sûr. Face unafraid, plans that we made, walking in the winter wonderland. On a de la musique là, hein? Ça sonne. Ça me fait rire parce que on s'habitue même pas, Luc, à la qualité sonore qu'on est capable d'avoir avec CleanFeed. C'est un logiciel, mais le plaisir de pouvoir mettre du son, avoir du son, puis la qualité sonore, c'est tellement important pour les gens qui écoutent des podcasts. On en parlera. Dans ce podcast, on va parler de podcasts aussi à cause liée à l'actualité. Mais on a beaucoup de sujets qui vont... En fait, je pense qu'on va se rappeler, Luc, que c'est une grosse année en marketing. Oui, c'était une grosse année avec toutes sortes d'événements. Tantôt, dans le domaine, évidemment, des médias, je pense qu'on va se parler un petit peu de streaming, c'est sûr. Tantôt, du côté des personnalités, Tiger Woods, Taylor Swift, immanquablement, il va falloir y revenir. Monsieur Trump, probablement. Très brièvement. Et oui, puis on est toujours dans la culture pop, soit dit en passant. Les podcasts, parce que je pense qu'à la fin de l'année, si on cherche le vainqueur là, dans la catégorie médias, le trophée là, en avant sur le stage, c'est podcast. C'est l'année du podcast. C'est l'année aussi où on s'est aperçu que, visiblement, les médias traditionnels n'avaient certainement plus le même impact sur le plan de l'opinion publique. Je pense que l'élection américaine est un magnifique exemple de ça. Puis au-delà de ça aussi, c'est l'année des marques, c'est l'année de Paris. Oui, parce que Paris, deux fois. c'est deux fois. Tantôt les Jeux olympiques, tantôt également l'ouverture ou la réouverture récente de Notre-Dame, avec tout ce que ça... Il y a beaucoup de gros sujets, tu as raison. Beaucoup de gros sujets, oui. Puis, il y a des alliances encore. Il y a un nouveau réseau social par un ancien de Twitter. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui sont d'intérêt, mais on va y aller en ordre chronologique parce qu'on pourrait perdre... un chat pourrait perdre ses chatons. Alors, commençons par, je pense, au début de l'année 2024, Tiger Woods et Nike. Oui, dès le début janvier, quelque part au milieu de janvier. Alors là, on apprend que l'entente des ententes, après tout, ça faisait 27 ans que ça durait, ce qui est exceptionnel dans le domaine du marketing, de la commandite, des porte-paroles aussi, de la publicité. Moi, je pense que c'est l'entente la plus longue. Ça s'appelait dans le temps une entente à vie. Alors, ce que ça nous rappelle, c'est qu'une entente à vie, dans le domaine du marketing, ça veut dire pas tant que tu es vivant, ça veut dire tant que tu performes et tant que tu joues. Ouais. Alors, la minute où on a compris que les meilleures années de Tiger Woods étaient derrière lui, visiblement, c'était un peu plus difficile. Du côté de Nike, Phil Knight, qui est l'ex-PDG, le cofondateur de la marque aussi, je le rappelle, quelque part dans les années 60, a dit à un moment donné, vous savez quoi, dans le cas du golf, on a mis beaucoup de fric, mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais fait une scène. Alors, c'est probablement la surprise sur ce plan-là, c'est que dans notre esprit, on se disait, si tu lui as donné 600 millions à travers le temps, tu as dû faire pas mal d'argent. Et là, c'est une déclaration, moi, que j'ai trouvée renversante à Bloomberg. La réalité, c'est qu'on n'a pas fait d'argent avec le golf. Est-ce qu'on doit croire ça? Oui. C'est-à-dire qu'ils en ont fait, mais ça n'a pas été rentable. C'est ça. Ça n'a pas été aussi rentable. Ils ont dépensé 10$ dans toute la carrière, puis ça n'a pas donné 10, même pas 10. Ça a donné peut-être 7. Là, ça n'a pas donné 10. Okay. Quoique, sur le plan des ventes, il y a des gens qui te diraient que, c'est l'AFP d'ailleurs qui disait, il a vendu pour à peu près 10 milliards de stock de chiffre d'affaires. Alors, c'est quand même c'est pas rien. C'est pas négligeable, avec un pic quelque part autour de 800 millions en 2013. Alors, si tu le cherches, le point de bascule, comme on l'appellerait, le tipping point en anglais, l'expression qu'on utilise, souvent, c'est quelque part à peu près là. Et es-tu d'accord, comme prof de marketing, que quand même, visuellement, Wood a toujours été, je trouve, en tout cas, si je me fie à moi, ce que j'ai remarqué dans les médias, toujours été très sensible à la marque, c'est-à-dire qu'il y a toujours sa casquette avec le sigle, toujours un chandail. Fait que, tu sais, il a été
à chaque fois que je l'ai vu dans les médias, il était identifié Nike. Oui, et je l'ai trouvé remarquable parce que c'est pas tous les athlètes qui font ça, t'es d'accord? Non. Hein? Il y a un instinct remarquable. On parle de Tiger Woods parce que quelques semaines avant la fin de l'entente, alors évidemment que c'est pas tu reçois un appel et puis l'entente est terminée. Là. On comprend qu'on négocie ça longtemps à l'avance. Petite parenthèse, Gilles, en passant, on va savoir assez rapidement au début 2025 si c'est Amazon qui va chercher les droits de la Ligue nationale au Canada parce que j'entendais Gary Bettman dire en entrevue qu'ils ont 60 jours à partir de 2025 pour reconduire l'entente ou pour dire non, ça nous intéresse moins. Alors, on va le savoir vite. Je reviens à Tiger Woods. Même chose. On ne le sait pas. Et Tiger Woods ne l'a pas su 2 semaines avant. Là. Tiger Woods l'a su longtemps à l'avance. Et dans une conférence de presse, on est à la fin, à ce moment-là, de 2023, juste pour nous remettre dans le contexte, on lui demande si on va reconduire l'entente. Alors, lui, en professionnel qu'il est, il le sait que c'est terminé, n'est-ce pas? Il le sait, mais il ne va pas te le dire jusqu'au moment où officiellement Nike, au début 2024, va l'annoncer. En d'autres mots, tu m'as signé jusqu'à telle date, ben je vais être le porte-parole correct jusqu'à telle date. Et ça, moi, je trouve ça remarquable. C'est un enseignement. Il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup de personnalités aussi qui auraient beaucoup à apprendre sur Tiger Woods, sa façon de gérer ça. Puis très rapidement, on a appris qu'il y avait aussi sa marque à lui, bon, qu'il existait depuis quelques années, mais qu'il y avait aussi son fils, parce que son fils qui a les mêmes tics, je dirais nerveux, ou les mêmes tics de joueur. C'est remarquable. Il y a un potentiel aussi comme golfeur. Oui, on sent bien que ça va être quelque chose. Oui. Non, je me posais comme observateur. Est-ce que dans le monde du sport, les grandes vedettes comme Tiger Woods, qui est un peu déchu dans le fond, il est blessé et il ne peut plus performer comme il performait, on comprend tout ça. Est-ce qu'on pourrait éventuellement s'inspirer de ce que la mode fait? La mode et tout ce qui s'appelle les bijoux et les parfums. On va aller chercher, par exemple, une top modèle qui est rendue à 55-60 ans, puis on va s'en servir pour rejoindre un public immense qui a de l'argent, les 50-75 ans, mettons, et on va, entre guillemets, ressortir ces gens-là qui sont encore des belles personnes, mais qui portent puis qui vivent comme les gens qui sont acheteurs. Tu comprends mon point? Est-ce qu'on pourrait un jour voir Tiger Woods à 50 ans revenir pour annoncer, je ne sais pas, la Michelob, parce que... Bon, tu comprends mon point, là? Est-ce que ça pourrait arriver? Absolument. Et là, on tombera dans la nostalgie. Une des bonnes campagnes, soit dit en passant, de l'année au Canada, si tu la cherches, c'est un quincaillier qui, lui, a décidé de s'inspirer de Slapshot, retourner une pub avec des petits clins d'œil. Moi, ça reste pour moi la pub québécoise de l'année. Mais oui, effectivement, tôt ou tard, on va tomber dans la nostalgie. Puis la beauté avec la nostalgie, c'est que généralement, ces gens-là, on ne les remet pas en question. Hein. On est nostalgique. Puis la nostalgie, je me plais toujours à rappeler une définition célèbre d'ailleurs d'André Arthur, qui disait « c'est le plaisir d'avoir de la peine ». Et je pense que ça reste la meilleure définition de la nostalgie. Alors oui, tôt ou tard, il va revenir. OK, parfait. Un autre gros sujet, je sais que tu suis ça avec un intérêt qui s'explique, les chaînes sportives, un avenir. Donc, il y a un chamboulement depuis 5-10 ans, puis je ne veux pas te lancer de fleurs, mais je vais le faire. C'est un beau moment de l'année pour dire des belles choses. C'est toujours bon, mais pourquoi pas en fin d'année aussi. La mutation, les changements, tu en as parlé, ça fait longtemps que tu parles de ça, que c'est inévitable. Oui, et déjà, à l'époque où tu étais au 93, j'ai souvenir d'entrevues où on se pose la question, est-ce que Netflix pourrait faire du sport un jour? Ah oui. Et la position officielle de Netflix, c'était non. Oui. Mais je te disais oui. Mais tu avais même dit Amazon, donc pourquoi pas? C'est des compagnies qui ont beaucoup d'argent, donc pourquoi pas? Oui, et pour eux, évidemment, cette année, c'est l'année où, si vous n'étiez pas certain, là, vous l'avez compris. Ça a commencé avec Netflix et la WWE. Je t'avoue que ça m'a étonné, mais en même temps, ça veut dire qu'ils ont vu, là, il y a un potentiel sur le plan du segment, parce que tous ces joueurs-là ne signent pas ces ligues-là pour le plaisir. Là. Si Amazon s'intéresse au hockey de la Ligue nationale, c'est que sur le plan du profil... appelons-le du téléspectateur, là, c'est probablement celui qui est le mieux nanti. Je t'ai rappelé 1000 fois plutôt qu'une. Oui. Et je l'ai même vu cette année, je l'ai entendu 2 puis 3 fois aussi. Tu remplis l'amphithéâtre avec une gang de fans de hockey aux États-Unis. Le lendemain, tu remplis le même amphithéâtre avec une gang de fans de la NBA. Mm-hmm. Et tu vas faire presque 2 fois plus d'argent avec le hockey qu'avec le basket. Sais-tu, et pendant que je te le dis, je vais te le donner, le point de repère, là où j'ai entendu, c'est Utah. Le nouveau Utah club a dit, c'est incroyable comment les fans de hockey boivent la bière.
Alors, tu vois, alors la Il aurait pu nous appeler, WWE... il aurait pu nous appeler, on l'aurait dit. Oui, absolument. La WWE et Netflix, évidemment, on a Amazon avec le NASCAR, on a Amazon avec la NBA, tout ça, c'est cette année. On a Amazon, et je pense que le moment au Québec où on a allumé, c'est Amazon, les matchs du lundi soir de la Ligue nationale au Canada. Alors, je te rappelle que, parenthèse du début d'entretien, que techniquement, Sportsnet a les 60 premiers jours de 2025 pour dire s'ils sont intéressés à reconduire cette entente-là ou pas. Et je me permets de faire une autre petite parenthèse. Ah ouais, donc. Dans mon infolette, je l'ai déjà écrit, mon spécial prédiction 2025. Je pense que TVA Sport ne va pas reconduire cette entente-là. Alors, ça serait une de mes nombreuses... Moi, je te dis que s'ils le reconduisent aux conditions semblables, 10-12 ans plus tard, ça n'a aucun sens. Ils n'ont jamais été capables de faire... Eux autres, ils n'ont pas Effectivement, fait une scène. ils n'ont jamais fait une scène avec ça. Puis évidemment, ce qu'ils ne pouvaient pas entrevoir, c'est que le Canadien ferait à peu près jamais les séries. Puis en même temps, on peut se poser la question aujourd'hui. C'est très facile de le faire, tu me le diras. Là, c'est du Monday morning quarterback, comme on appelle ça communément. Mais c'est sûr que, souviens-toi qu'au départ, ils avaient le choix de piger dans la poche des matchs réguliers de la saison ou les matchs des séries. Et ils ont choisi de piger dans les séries principalement. Pas exclusivement, mais principalement. Et le futur, en fait, après, nous a appris que c'était peut-être pas la meilleure idée. Alors, moi, je suis convaincu qu'Amazon va aller rafler la Ligue nationale. Mais tu sais quoi? Luc, tu sais comment ça marche. On va... Comment ça marche? On le sait parce que je me répète, mais c'est important pour la discussion. Je connais beaucoup de monde dans ce milieu-là. Mais dans les faits, quand mettons que eux autres savent qu'Amazon est intéressé. Parce qu'ils sont déjà partenaires, ils ont mis un pied là-dedans. Puis, je pense que c'est pas banal, ça commence au Canada, parce que la pénétration au Canada du hockey est pas mal plus forte qu'aux États-Unis, parce qu'il y a d'autres sports, on a tout compris ça. Mais dans les faits, exemple, il y a quelqu'un, un whistleblower, comme on appelle en anglais, quelqu'un qui va être capable de dire aux gens d'Amazon, regarde, nous autres, on pense que Sportsnet va... Je dis n'importe quel chiffre parce que ça n'a pas d'importance, mais tu vas le voir après. Ils vont mettre 100 millions. Fait que là, Amazon sait sur quel pied danser. Fait qu'ils vont arriver qu'une offre, mettons, de 140 ou 150. Mettons, 25, 30, 40 % de plus. Puis Sportsnet rira pas. Peut-être que Sportsnet peut le faire, mais j'en doute. Mais encore moins TVA. Alors, j'ai hâte de voir. Mais moi, je pense que c'est ce genre de négociation-là, il y a toujours quelqu'un qui fait glisser de l'information pour s'assurer qu'il va avoir la meilleure offre. Oui, et on a déjà un indice de ça, parce que durant la saison, rappelons que les Maple Leafs étaient possédé par Bell et Rogers, ce qui est quand même, quand on y pense, remarquable, parce que dans la vraie vie, voici deux entreprises qui se détestent à se tuer. Là. Ils se détestent. Là. C'est comme, en fait, si Bell travaillait avec Québécois. Ouais. C'est aussi surprenant que ça. Et on avait, j'ai souvenir il y a quelques années, j'avais, en fait, pas moi, mais les étudiants qui étaient responsables d'une petite activité fort populaire à l'Université d'Ottawa, ils organisent un événement en relations publiques. On avait invité un des relationnistes des Maple Leafs de Toronto. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait posé la question, c'est quoi la chose la plus difficile dans ton métier? Et candidement, dans un petit moment d'égarement, là, il avait dit, et de confidence, il avait dit, c'est gérer Bell et Rogers. Parce que chaque fois que j'organise une conférence de presse, par exemple, qui est-ce que je nomme en premier dans le communiqué de presse? Qui est-ce que je nomme en premier au micro? Tu vois un petit peu l'idée? C'est bon. Qui est-ce qui parle le premier au micro? Tout ça, là, nous, on prend pour acquis que ça, c'est pas grave, mais au pays des égaux, c'est absolument gigantesque. Alors, je reviens là-dessus. Bell a vendu sa part à Rogers. Puis en échange, Rogers a dit, on va vous donner X dizaines d'années de matchs des Maple Leafs. Donc, vous aurez toujours vos matchs localement des Maple Leafs et sur TSN. Et en même temps, ça veut dire qu'au cas que Rogers perdrait les droits de la retransmission des matchs à l'échelle canadienne, il recevrait quand même des sous en tant que propriétaire des Maple Leafs. Tu me vois venir? Oui. En d'autres mots, la stratégie, peut-être, au fond, c'est de dire, sais-tu quoi? On a perdu. Ce que tu viens de raconter là, Gilles, on a perdu cette bataille-là. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, j'ai une idée. Si on possède l'équipe de sport, on n'a pas perdu. Parce qu'ils vont nous envoyer quand même un chèque à chaque année. Tu vois un petit peu l'idée? Oui. Fait que tu l'as ton introduction à ce qui s'en vient. Est-ce que ça veut dire que Rogers achètera rien? Non. Mais ça veut dire qu'ils ne posséderont plus jamais 100% des droits à l'échelle nationale. Ça, c'est certain. Et vous nous écoutez dans le temps des fêtes, les 2 matchs de Noël de la NFL cette année sont sur Netflix. Et Netflix a payé 150 millions de dollars. On leur a dit, mais vous êtes fous, 75 millions du match, et vous êtes cinglés.
Et Netflix a dit, on n'est pas cinglé du tout. Tourner un film, puis on n'est jamais sûr du succès, ça coûte 75 millions. Donc, on vient de s'acheter 2 films, puis on est certain de la cote d'écoute. En passant, ils ont vendu toute la pub pour ces 2 matchs-là. Et si tu as un forfait sans pub, Gilles, ce que tu as probablement, tu as le vieux forfait comme moi, je pense qu'on peut s'enrembler là-dessus, je t'annonce que tu vas avoir de la pub quand même. Parce que là, Netflix a dit, oh, exceptionnellement, peu importe le forfait, vous allez avoir de la pub. Et ça s'est vendu comme des petits pains chauds. C'est ça, c'est... En théorie, il va y avoir des pubs originales, un peu comme un Super Bowl. Peut-être qu'on va bonifier un peu l'idée de la pub, il va peut-être faire un effort de plus, mais c'est de la pub. Pareil. Je pense que oui. On va voir. D'après moi, tu ne peux pas passer à côté, d'autant plus que c'est Noël. Là. Tu le sais, Noël. Là. Oui. Un petit peu plus léger, une petite bière, un petit chip. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans la... de poulet. J'ai faim, Gilles. Y a-t-il d'autres éléments dans le monde des chaînes sportives ou essentiellement c'est ça? Pour résumer tout ça, le Super Bowl à la TV régulière, regardez-le encore comme il faut parce que c'est pas mal les dernières années. Ce sera probablement le dernier qui va faire le saut. Mais pour l'instant, évidemment, compte tenu de l'auditoire national, mais encore là, tiens, je t'ouvre l'autre parenthèse, Gilles. Tyson, plus de 100 millions de téléspectateurs et des téléspectateurs à l'échelle mondiale. Alors, mettons là, que le raisonnement jusqu'à tout récemment, c'était le Super Bowl, il peut pas être sur les entreprises, les plateformes de streaming parce qu'on va perdre des paires d'yeux. Hey, si pour un match de boxe bidon, puis tout le monde qui l'a regardé en direct là, vers minuit, à peu près, là, proche de dormir. Là. Moi, le nombre de fois que j'ai dit non, je m'en vais me coucher, non, c'est fini, non, j'arrête. Là. puis mon chien était à côté de moi. Il me dit non, on est capable encore. Si tu me donnes une autre croustille, je suis encore capable de t'offrir. Quand ça a commencé, on a vu que c'était bidon, mais on était 100 millions. Alors, pour le Super Bowl, à l'échelle mondiale, sans blague, Gilles, non. On est-tu à 300 millions? Je sais pas. Dernière question, là-dessus, moi j'en ai une. Est-ce qu'on pourrait voir, ou tu vas peut-être me dire que ça existe déjà, fait qu'allume des lumières, mais mettons que moi je suis abonné à Amazon puis qu'eux autres décident d'embarquer le hockey là-dedans. Moi je présume que parce que j'ai un abonnement, je vais pouvoir regarder le hockey, ou on peut arriver à des événements, on va dire oui, vous avez Amazon, mais ça c'est spécial, il faut payer un peu comme la boxe dans le fond, sur Netflix ou Odo. Tu sais, quand il y a quelque chose de bien spécial, il y a un forfait, il faut que tu payes pour ça. Ou si leur intérêt à eux, c'est d'intégrer beaucoup de monde dans leur service habituel, c'est ça qui est payant. Exemple pour Netflix. Est-ce que tu penses que pour Amazon et Netflix, on va continuer à donner accès aux nouvelles propriétés qu'ils mettent sous contrat? Je pense que c'est possible que la stratégie Netflix soit pas tout à fait la stratégie Amazon et que oui, effectivement, à la pièce, ils peuvent des fois acheter. Oui, faut que ça soit gros. Faut que ça soit gros. Et je te dis ça parce que, évidemment, on est probablement, toi et moi, membres des 2 forfaits. Ouais. Et dans le cas d'Amazon, ça m'arrive un petit peu plus souvent qu'on me demande de payer si je veux avoir quelque chose, alors que dans le cas de Netflix, au fond, ce qu'on me dit, c'est-tu quoi, tu as droit à la totale. Puis ici, à partir du moment où tu es membre, on va pas commencer à la pièce à te demander. Mais ils ont augmenté quand même depuis 2-3 ans les tarifs. Oui, ils ont augmenté. Mais en même temps, compte tenu de la banque, je sais pas si tu as vu récemment la série sur Sénat, en particulier. Moi, la série sur Sénat, je ne suis pas un grand fan de Formule 1. Je l'ai déjà suivi beaucoup. D'ailleurs, à cette époque-là, moins aujourd'hui. Mais je dois te dire, c'est tellement bien fait. Et ils ont en parallèle un petit document qui dure une trentaine de minutes dans lequel document ils expliquent comment ils ont tourné la série. Moi, je veux pas voir ce document-là, parce que j'ai tellement trouvé ça fort que c'est comme un show de magie. Je veux pas que tu m'expliques comment tu fais le show de magie. J'ai tellement trouvé ça. Tu veux voir la magie, c'est ça. Mais là-dessus, c'est sûr que Netflix, cette année, a changé complètement la donne. Et si tu es Apple, qui a investi jusqu'à maintenant autour de 10 milliards de dollars dans des contenus, avec le genre de résultats que tu as eu, tu es très déçu. Et Netflix, donc, je crois, va envahir cet univers-là du sport. Il ne faudrait pas, d'ailleurs, exclure que Netflix présente des matchs de la Ligue nationale de hockey au Canada, et donc, par voie de conséquence, au Québec. Et en même temps, on sent bien que ça a été l'année où là, tout ça a sauté. Sur le plan de la manière historique de vendre ça. Et quand on demandait à Mark Cuban pourquoi il a vendu une grande partie de ses Mavericks de Dallas, il est encore propriétaire minoritaire à autour de 25-27 %, ce qui n'est pas négligeable. Mais ce qu'il a dit, c'est que moi, pour la première fois de ma vie, je ne savais pas ce qui s'en venait dans le domaine de la télé, alors que je l'ai toujours su pendant 20 à 25 ans. Alors, les gens qui regardent ça actuellement te diraient probablement la même chose. Tout ça risque de changer. Mais chose certaine, si vous êtes une station de télévision spécialisée dans le sport, il faut commencer à se préparer à
pas avoir beaucoup de sport à présenter, en tout cas du sport de premier plan. On s'entend, là, les ligues habituelles les plus connues. Alors, on va changer, on va avancer dans nos sujets. On a 2 de fête, pas si mal, sur 10-12. Oui, c'est ça. On est bon, peut-être parti pour 2 heures, on ne sait jamais. Parlons d'un phénomène. C'est drôle parce que c'est un phénomène. Je disais à ma blonde, j'ai dit, ça interpelle tout le monde de différentes façons, mais le succès international de Taylor Swift est quelque chose d'absolument exceptionnel. Puis c'est un mot souvent qui est surutilisé, mais... puis je sais que tu vas parler de l'aspect financier et tout ça, mais moi, à la base, quand j'essaie d'expliquer ça, parce que je sais que mon fils le plus jeune, Elliot, écoute, juste, je te fais une anecdote, il y en a certains qui m'ont entendu avec Jeff Fillion conter cette anecdote-là, mais mon fils a vu le spectacle il y a 1 an et demi, à peu près 2 ans, la première fois qu'il était à New York, je pense qu'elle était à New York dans sa tournée Eras Tour, puis quand est arrivée la vente au Canada, avec ses amis, il s'est dit, il faut acheter des billets, peu importe. Donc, eux autres, puis évidemment, il était dans tous les clubs, puis le pré-achat, tu sais ce que c'est rendu un monde de fou. On s'est rendu compte que 10% des billets d'un spectacle, ça, c'est une stat que j'ai vue qui m'a fait tomber à terre, 10% des billets d'un gros spectacle comme Taylor Swift sont là pour le grand public. Le 90 autres %, c'est des gens qui ont American Express, la carte, son fan club de ci, fan club à gauche, à droite, toutes les cartes privilèges et autres. Tous ces privilèges-là passent avant. Fait que, finalement, on se rend compte que c'est difficile d'avoir le billet pour cette raison-là. Mais lui, donc, ce qu'il a fait avec ses amis, ils ont acheté 4 billets qui leur ont coûté probablement à l'époque, avec en pré-achat, là, mettons 600-700 US pour des billets qui étaient très bien placés. Pas en avant, collés sur elle pour se faire cracher d'en face, mais des bons billets. Qu'on se comprend, 4 bons billets. Et au fil du temps, ils surveillaient la valeur de ça sur les sites qui sont nombreux sur Internet. Finalement, ils ont vendu leurs billets à peu près quelques mois maximum avant qu'elle donne ses spectacles à Toronto. Lui s'est fait en profit 8200 US. Il a payé 700. Wow! C'est une folie. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gens sont donc bien malades, ils vont acheter. T'as peu. C'est du privé, t'achètes. Il y a des gens qui sont prêts à se priver de manger pendant 6 mois pour aller voir le show. C'est à moi de juger. C'est les Beatles du moment, Taylor Swift. Et mon fils me dit, puis tous ceux qui l'ont vu, moi, je ne suis pas allé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir l'aspect argent tantôt, là, dans 2 secondes. Mais il faut comprendre que tu arrives d'un spectacle de même, il y a 90 000 personnes, puis il y a à peu près 4 personnes sur les 90 000 qui ne savent pas toutes les paroles par cœur. Oui. Il dit c'est une communion inimaginable. Puis moi, j'ai dit une chose. J'ai dit le respect que j'ai pour Taylor Swift, j'aime ses chansons. Je suis un gars qui a toujours aimé les hits puis le pop rock. Mais j'ai dit ce que je reconnais d'elle, auteur, compositeur, interprète, gérant, ça fait tout. C'est pour ça qu'elle vaut 1,3 milliard. Bon, je te laisse aller avec l'argent. Et pas de mauvais moments au sens de je parle de la carrière musicale ici. Là, pas vraiment. Il y a des choses moins bonnes, mais c'est des goûts, là, on s'en fout. Oui, et je trouve que c'est sa stratégie durant la COVID. Moi, c'est quelque chose que je trouve remarquable, qui s'inspire d'ailleurs beaucoup de la stratégie de Céline Dion et de M. Angélil. Alors, Céline Dion, rappelons, à un moment donné, apprend qu'elle est enceinte, donc elle sait que momentanément, elle va disparaître. On ne pourra pas aller voir ses shows. Et le coup de génie d'Angélil, puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'Angélil il est important dans l'équation, c'est de dire, on va en disquer tout de suite un certain nombre de chansons, on va faire notre album en français, puis on va le sortir pendant que, momentanément, tu ne pourras pas être là, on va préparer le terrain, puis après ça, tu feras une tournée. Alors, ça peut sembler simple de penser à ça, mais encore faut-il le faire. De la même manière que le colonel Parker, au moment où Elvis s'en va faire son petit tour en Europe, alors il comprend que, sous la suggestion forte, je rappelle du colonel Parker, qui dit Elvis est en train de délirer tellement qu'on va l'envoyer faire un petit tour dans l'armée, il va se promener un petit peu en Europe, puis il va se calmer, puis quand on va revenir, il va être plus facile à gérer. On est absolument dans cet univers-là. Là. Alors, il dit à Elvis, avant de partir, tu vas m'enregistrer un certain nombre de chansons, puis moi, je vais les déposer dans les stations de radio à la pièce. Alors, pourquoi je te fais un gros détour comme ça? C'est qu'au moment de la COVID, là, elle aurait pu dire j'arrête momentanément, parce qu'il n'y a plus de show en salle. Il y en a beaucoup qui ont fait ça, et qui n'ont jamais été capables de repartir après. Parce que la COVID, ça a été un moment important là, sur le plan de la gestion d'une carrière, parce qu'on oublie souvent qu'à la fin, c'est un exercice essentiellement de relations publiques. Là. Elle a eu ce coup de génie-là de bien travailler à travers et de penser à travers la crise. Dans le cas des shows, en fait, et de la tournée dont tu parles, c'est 2 milliards de dollars de vente en billets. Alors, si on commence à réfléchir au nombre de gens qui ont revendu le billet après, avec les profits, on est probablement dans des sommes absolument inimaginables. 10 millions de téléspectateurs, en fait de spectateurs, pardon,
à travers le monde. Elle vient de terminer à Toronto, où tu as vu les 6 shows. Oui. Je me permets de préciser qu'autrefois, elle serait venue faire un tour à Montréal. Mais ça veut dire que sur le strict plan commercial maintenant, de prendre l'avion, puis de redéplacer, puis de réinstaller ça, le calcul qu'ils font maintenant, c'est que de toute façon, les gens de Montréal vont se déplacer à Toronto. Et moi, j'ai dans mon entourage immédiat communément appelé une de mes filles, une qui, non pas dans cette tournée-là, mais lors d'une tournée précédente, elle est allée à Toronto. Alors, tu vois qu'Ottawa, c'est le même calcul aussi. C'est que de toute façon, ceux qui sont intéressés vont y aller. Puis ceux qui ne seront pas capables d'y aller parce que le billet est trop cher, pour d'autres raisons aussi, ils pourront voir le film. Alors, tu te souviens qu'il y a eu le film aussi. Oui. Alors ça, je trouve ça remarquable. Alors ici, c'est mot contre double. C'est que d'une part, les gens qui ont vu le show puis qui veulent avoir le plaisir à nouveau vont voir le film. Puis ceux qui n'ont pas vu le show puis qui se disent c'est dommage, je ne pourrai jamais l'avoir, ben là, il y avait le film. Alors moi, je trouve ça absolument brillant. Quand tu jettes un coup d'œil puis je fais le pont avec la NFL... Parce que ça a été, sur le plan des codes d'écoute du match du Super Bowl cette année, en février, ça a été des chiffres remarquablement élevés. Évidemment, on était chanceux, on avait Kansas City qui a gagné. Et puis là, on s'est aperçu sur le plan des profils des pères-dieux, ben là, on est allé chercher des jeunes filles en particulier qui, normalement, n'auraient pas regardé la NFL. Alors, un dans l'autre, sur le plan de la culture pop, c'est la carrière, c'est la musique, effectivement, c'est les films. Moi, c'est pas mon genre de musique, je vais être honnête avec toi. Je ne sais pas si on va en reparler dans 25 ans. Je ne le sais pas non plus. Est-ce que ça va traverser bien l'épreuve? Aucun doute. Toi, tu penses que oui? Non, j'ai même pas de doute. Attention. Moi, j'ai pas ces compétences-là. Je sais pas, mais c'est sûr qu'au moment où on se parle, effectivement, puis de faire autant de chansons sur Un tel m'a quitté, parce que c'est pas mal ça à la fin. Là. Oui, mais si tu écoutes les Beatles en 63, c'est Un tel m'a quitté aussi. Fait que si t'enlèves l'amour, t'enlèves 85% des chansons. Je veux pas défendre, elle n'a pas besoin de moi. Là. Juste que moi, je te dirais que 75% de son répertoire de musique passera pas le temps, au moins. Mais il va rester des chansons qui vont... Tu sais, Shake It Off, c'est sûr que ça va jouer comme Keep It Common Love de Casey joue encore dans un party aujourd'hui. Puis il y a des chansons comme ça qui vont traverser, mais la plupart des chansons, comme la plupart des artistes, ne seront pas aussi fortes. Mais oui, il y a assez de hits là-dedans pour que ça passe. Il n'y a pas de doute. Et la beauté de cette icône-là de la culture pop, c'est qu'en même temps, ben, tu as associé la plus grosse propriété sportive au monde. Non, c'est pas la première ligue en Angleterre, c'est la NFL sur le plan des revenus. Puis tu es venu coller ça avec la plus grosse propriété, la personne sur le plan de la culture pop. Fait qu'à la fin, c'est sûr que ça fait mais quand tu y penses, extraordinaire. Luc, on pourrait jamais dire que c'est un deal financier entre la NFL et Taylor Swift. Là. Elle est tombée en amour avec ce gars-là parce que peu importe les raisons. Mais c'est pas, tu sais, on peut pas penser qu'une fille de 33 ans qui vaut 1,4 milliard, puis qui l'argent, là, elle est obligée de changer sa boîte à mal parce que la malle marche aux États-Unis à tous les semaines tellement que ça rentre. Fait que tu sais, c'est de l'argent qui rentre de partout. Mais cette fille-là arrive avec un joueur de Kansas City qui est déjà très populaire. Fait que ça donne... Puis là, ça s'est plaint. On veut pas entendre parler de Taylor Swift. On veut pas avoir dans les estrades. Mais la réalité, c'est que tu sais l'impact que ça a eu pour la NFL. Puis la NFL n'a jamais dit qu'ils n'étaient pas contents. Ils n'ont jamais dit Mais il y a un peu de hasard là-dedans. Là. Tu peux pas penser que... À moins que toi, tu me dises, oh non, c'est arrangé. Oui, moi, tu vois, moi... Toi, tu penses que c'est arrangé avec le début? Je pense que ça fait toujours partie du package dans la vie. Là. On refait l'histoire de toutes tes blondes dans le package. En tout cas. Mais on ne saura jamais complètement. Je prends des accords avec toi. C'est le fun qu'on ne soit pas du même avis. Elle savait c'était qui, en tout cas. Je comprends. Puis lui aussi sait c'est qui. Là. En même temps... Puis, visiblement, sur le plan de la personnalité, les deux aiment ça, la visibilité. Je pense que c'est pas deux timides. Mais là, ça peut pas tenir du fait aussi, quand on regarde l'histoire de toutes les grandes vedettes, de tous les styles du cinéma et partout. Pour que ça dure, souvent, ça prend soit quelqu'un qui est complètement d'un autre domaine, way out, qui est archi autonome et qui fait ses affaires, ou quelqu'un qui est aussi... grosse star dans son domaine que toi, pour être capable de comprendre ce que tu vis. Moi, je pense que les deux modèles que je viens de... Les deux extrêmes, c'est-à-dire le gars, la fille est super connue, le gars est pas connu, il fait d'autres choses, peu importe ce qu'il fait, puis ça marche parce que il se pile pas ses pieds, chacun fait ce qu'il a à faire, ou des gens qui ont une notoriété immense, comme dans le cas présent de Taylor Swift et son chum, et qui vont être capables de comprendre les velléités, les difficultés, les contraintes, mais aussi les avantages de ce qu'ils vivent. Ça, je pense que dans ce cas-là, on est là. Mais c'est pas facile.
Je suis pas en train de dire qu'il y a une vie misérable. C'est pas ça mon point. C'est pas simple à gérer. Là. Non, c'est pas simple. Moi, le moment où j'ai réalisé que c'était gros puis que la NFL et les réseaux de télévision, parce que tout le monde est partenaire là-dedans. Là, ben oui. Tu veux ça, là. C'est quand Kansas City fait un toucher et au lieu de nous montrer la reprise du toucher, on nous montre la reprise de la réaction de Taylor Swift. Moi, c'est le moment. Si tu me le demandes, là, c'était à Fox Sports. Si tu me le demandes, c'est là où j'ai dit t'as un peu, c'est parce que là, moi, je veux regarder le toucher. Puis là, tu montes Taylor Swift avec la belle-mère. C'était quand même... Je t'avoue, j'ai trouvé ça très, très fort comme image. Moi, c'est ce moment-là. OK, je comprends. Mais quelqu'un qui est méchant dirait on n'a pas vu tous les touchés de Taylor Swift, mais c'est une autre histoire. Oui, effectivement. Probablement. Mais écoute, il faut peut-être ajouter, si tu me permets, prof Dupont, que l'image proprette, agréable et acceptable de Taylor Swift, qui a montré qu'on pouvait faire un succès international, méga succès international, sans nécessairement se montrer les faufounes puis se déshabiller complètement. Donc, pour bien des parents qui voient leurs jeunes enfants, parce qu'il y a quand même une clientèle extrêmement jeune, je le dis avec un E à la puissance 10, qui suit ça. Pour les parents, c'est moins pire de voir leurs enfants triper sur Taylor Swift. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais ça ajoute au succès planétaire et immense et large dans toute la population de Taylor Swift. Oui, et c'est remarquable parce qu'elle était au début, là, c'était cette époque-là, là, même encore jusqu'à tout récemment, là. Donc, un peu à l'instar de Céline Dion, je dois dire. C'est pas encore là mon style de musique à moi, mais je dois dire que effectivement, elle n'a jamais joué cette corde-là, puis somme toute, la carrière est remarquable. Je te fais le lien avec le sujet suivant, parce que je suis... Sinon, on va avoir un petit problème. Quoique, si tu me dis que ça peut durer 2 heures, moi, j'ai pas de problème. Mais je fais le lien avec le suivant. Cette année, on a eu un bel exemple de l'intelligence artificielle. Bon, pour la 2e année consécutive, on diront certains, mais on s'est aperçu tout ce que ça pouvait faire. Moi, j'ai vu ça m'est arrivé de voir des films où j'étais obligé très attentivement de regarder tout ça pour être certain que c'était pas du montage. Je sais pas si ça t'est arrivé 2 ou 3 fois ou t'étais pas sûr. Oui. Et je pense qu'on fait le lien avec la musique ici, l'intelligence artificielle, donc notre autre sujet suivant. Quand Universal, cette année, a dit à TikTok, si vous continuez avec votre intelligence artificielle à faire des tunes qui sonnent comme tel chanteur ou telle chanteuse, nous, l'entente est finie. Parce qu'évidemment, le danger, c'est que là, je pourrais dire, par exemple, fais-moi une tune à la Taylor Swift. Oui. Voici les paroles. À peu près tel genre de style, tel rythme aussi. Puis ça m'est arrivé d'entendre des tunes que moi, je le connais pas, le répertoire de Taylor Swift. Je dis, sais-tu quoi? Ça tient la route. Alors, cette année, on a eu, entre autres, TikTok, donc, qui a mis au point cet outil-là. Et Universal Music a dit, nous, ça fait pas notre affaire. Alors, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Lorsque Robin Williams, je ne vais pas me tromper, c'est bien, qui est décédé il y a quelques années. Ah, Robin, oui, tu es là. L'humoriste. Oui. J'apprenais cette année, c'est drôle, que dans son testament, on ne permettait pas à ses descendants d'utiliser son image dans quoi que ce soit d'autre par la suite. Alors, il n'avait évidemment pas voir l'intelligence artificielle s'en venir, là, en tout cas le type d'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, mais tu vois qu'il avait protégé son image, ce qu'on appelle communément le droit à l'image. C'est quelque chose qui, en Californie, évidemment, pour des raisons évidentes, est excessivement important. Initié par Frank Sinatra et Marilyn Monroe, on s'était déjà parlé de ça dans un podcast précédent. Alors là, on a vu cette année que l'intelligence artificielle, sur ce plan-là, et là aussi, soudainement, on a réalisé que la grève des scénaristes, la grève des acteurs, toute cette grève-là, c'était des gens qui avaient compris que peut-être qu'à partir du moment où j'ai ton image, Elvis Presley, je peux faire n'importe quoi. Ouais. Et je crois qu'on n'est pas loin, et ça serait une prédiction 2025 que je te ferais. Je pense que tu vas voir un film d'Elvis Presley sans Elvis Presley. Je crois. Je crois que c'est avec Martin Fontaine? Martin Fontaine? Remarque, il l'interprète de façon magistrale. Absolument. Je fais ça une blague parce qu'on compare, mais il se compare sur scène. Compare dans le sens où non seulement il y a les mimiques, il y a la voix. Ça, c'est vraiment impressionnant. Moi, je l'ai vu, puis sincèrement, j'étais assis, puis je suis tombé à terre pareil. Et les contenus audio, vidéo, textuels, tout ça, maintenant, c'est remarquable. N'importe qui utilise ça, le moindrement, que ce soit ChatGPT, que ce soit Grok aussi sur
sur Twitter, moi, que je trouve très, très intéressant, là, lorsque j'ai des petites questions là, très, très pointues. Par exemple, récemment, je lui demandais, je regardais la série Senna, puis je dis quel pourcentage de courses Senna a remporté, alors les courses auxquelles il a participé. Tu comprends que là, ça m'aurait pris un méchant calcul, moi, pour le faire. Ouais. Après ça, je lui ai dit, pour Prost, après ça, quel pourcentage de courses, mais pas la course finale, mais d'essais, un tel a gagné pour être en avant du peloton, au premier. Tu vois un petit genre de question. Alors, normalement, ça m'aurait pris, évidemment, probablement une couple d'heures à faire ce calcul-là. Puis instantanément, il m'a dit, sais-tu quoi? Senna, c'est à peu près 24 là, je te dis de mémoire, là, 24, puis Prost, c'est à peu près la même chose. Alors, je me suis aperçu qu'ils étaient à peu près sur ce plan-là égal. En même temps, ce que j'ai demandé, c'est, OK, mais qui a terminé le plus souvent, a fait la pole position après les essais le plus souvent? Ah, là, il m'a dit, c'est plutôt Senna. Vois-tu un petit peu l'idée? Ah oui, très bien. Alors, j'ai trouvé ça mais ce qui me frappe, moi, sur l'intelligence artificielle, puis on en parlait avec des amis récemment, je dis, on se rend compte, quand on est un petit peu observateur, quand on essaie de remarquer, qu'on est là-dedans presque tout le temps, malgré tout, sur Google, sur Facebook, il y a beaucoup d'utilisations, puis il y a beaucoup d'utilisations qui sont faites par les grandes entreprises. Maintenant, on me dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où... Puis à peu près tous les métiers vont être touchés d'une certaine façon. Puis tout le monde, à peu près... Tu sais, j'osais avec un ami qui est haut placé dans une compagnie d'assurance, il disait, si tu veux savoir ce qu'il y a de nouveau dans les entreprises, c'est qu'ils ont toutes maintenant des comités qui regardent, qui analysent, puis qui essaient de prévoir comment l'intelligence artificielle peut servir la compagnie, comment elle peut se déployer, puis quel est l'impact que ça peut avoir sur l'employabilité et autres. Fait que, à peu près toutes les entreprises doivent s'y arrêter et dire, c'est-tu pas nous autres, cette affaire-là? Ça marche-tu? On a-tu besoin de ça? Puis est-ce qu'on ne peut pas ignorer, quand il y a quelque chose d'aussi gros en développement puis en technologie, Luc, puis dire, on s'en fout. C'est comme dire, regarde, quand on est passé de la dactylo à l'ordinateur, il y en a qui ont dit, l'ordinateur, ça va fermer demain. Tu sais, ça peut pas, là. Fait que je trouve ça intéressant. C'est comme, ça nous envahit, mais en même temps, il y a quelque chose d'excitant. Tu sais, puis un de ceux qui en parle beaucoup, je sais que tu en parles, mais Simon Saint-Hilaire, c'en est un de ceux qui en parle dans nos chroniques, puis continuellement, mais il disait, moi, ça me... Puis je trouve que, pour l'instant, une des meilleures définitions qu'il m'a dit, il dit, Gilles, ceux qui le voient comme quelque chose qui va remplacer, il dit pas de même, va le voir comme si tu avais un assistant personnel. Comme si au lieu d'être... Voilà comme ça. Un secrétaire, un assistant personnel, quelqu'un qui va t'aider à faire ce que tu as à faire parce que il est là pour prendre ce qui existe puis te le donner, puis aller te le chercher, te le comprimer, te le mâcher, te le remâcher. Mais normalement, c'est pas un créateur pour l'instant. On ne dit pas que ça sera jamais le cas, mais c'est pas quand on demande à l'intelligence artificielle de créer quelque chose de totalement nouveau à partir de rien, c'est pas encore concluant. Et au moment où on enregistre, Google vient de rendre publique une information extrêmement importante, le quantum. Mm-hmm. Alors, les gens qui connaissent ça, et je ne fais pas partie de ces gens-là, mais te disent que le quantum, à partir du moment où ça arrive, ça pose certains défis à l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Ça pose certains défis au Bitcoin aussi, parce que là, si tu es capable, finalement, de savoir comment il a été miné, là, toute la séquence, tu pourrais, en théorie, aller jeter un petit coup d'œil dans la banque, si tu vois ce que je veux dire, puis partir avec le magot. Alors, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, mais on sent bien qu'on est dans une séquence, évidemment, remarquable sur le plan technologique. Fait que ça serait mon lien que je ferais avec marketing, parce qu'on a eu la première campagne de pub de Coca-Cola durant le temps des fêtes, qui roule actuellement, qui a été montée entièrement avec l'intelligence artificielle. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, prends la campagne qui avait marché il y a X années, puis refais-nous un message avec la même sauce. Tu vois un petit peu l'idée? Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ont dit, visuellement, c'est impeccable, mais il manque la dimension humaine. Vois-tu? C'est comme si... Ça me rappelle Star Trek des années. J'étais d'accord parce que j'ai trouvé que c'était vraiment bien fignolé, puis c'était vraiment bien fait. Mais effectivement, on pouvait... C'est dur de dire on pouvait voir que c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas ça, mais effectivement, il manquait quelque chose de chaleureux. Il manque un petit quelque chose. Élément suivant dans l'année, et moi, si tu m'avais demandé... si on exclut les personnalités là, pour la personne de l'année, là, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit sur le plan politique, ou globalement l'ensemble de la boule, là, de la planète, mais si tu exclus ça, je t'aurais dit, comme moi, le concept cette année, je pense, sur le plan du marketing, là je fais toujours le lien, c'est toujours le sujet qui m'intéresse, toujours l'angle qui me passionne, je t'aurais répondu candidement, le sport professionnel féminin. Si tu cherches la révolution là, au-delà du streaming, c'est évidemment la WNBA
qui existe depuis plus de 2 décennies. Mais la réalité, c'est combien de personnes qui nous écoutent actuellement avaient déjà regardé un match de la WNBA avant cette année? Je pense que la réponse, c'est pas beaucoup. Après ça, on s'est parlé du hockey féminin. Oui. Une de mes prédictions 2025, c'est Québec va avoir sa concession. Alors, je vous rappelle Infolette Luc Dupont, si vous voulez avoir accès à tout ça. Évidemment, Kathleen Clark, qui a complètement changé la façon de faire les choses sur le plan du sport au féminin. La Ligue de hockey féminine, je précise, Gilles, c'est pas la première fois qu'il y en avait une en Amérique du Nord. Mais je pense que la fois précédente, on ne s'en souvient pas. Vois-tu comment, cette fois-ci, tout ça a eu une traction? Toronto a obtenu une équipe. Alors, prochainement, tu auras une équipe à Toronto de la WNBA. Alors, c'est le hockey féminin. C'est Kathleen Clark qui a été nommée athlète de l'année par le magazine Time. Ça, c'est très, très récent au moment où on enregistre. Est-ce que tout le monde sait qu'est-ce qu'elle fait, Kathleen Clark? Parce que moi, je connais le nom, mais je ne serais même pas capable de te dire... Oui, alors, elle joue pour Indiana et c'est évidemment, elle a à bien des égards transformé la WNBA parce que jusqu'à l'année passée, il se promenait en autobus. OK, elle a amené ça à un niveau supérieur. OK, là, il voyage en avion. Je pense qu'il devrait dire merci. Je ne suis pas sûr qu'ils ont toujours le goût de lui dire merci. Remarque que si tu me demandais l'erreur marketing de l'année, tant qu'à être dans les bilans, c'est Nike qui la signe mais qui ne l'utilise pas. Alors pour moi, ça, autrefois, c'est jamais Nike aurait fait cette erreur-là. Mais ils sont moins là. Parce que ça a été une année difficile pour ils ont peur d'une réception, d'une mauvaise réception. Il faudrait leur demander, je comprends. mais je te dis, ils l'ont raté. Ils l'ont raté, j'ai pas d'autres mots. D'autant plus que tu as perdu, on parlait un petit peu plus tôt du golfeur. Alors tu peux pas... Tiger Woods, et là, tu as l'athlète, une des athlètes qui vend le plus de chandails. Je pense que c'était la 5e en Amérique du Nord. C'est quand même remarquable. Oui. Et tu ne l'utilises pas. Ils l'ont utilisé une fois au début pour lui dire bienvenue dans la Ligue, puis une fois à la fin pour lui dire félicitations d'avoir gagné le trophée de la recrue de l'année. Sinon, tu ne l'as pas vu. Moi, je trouve ça en fait, inacceptable, mais c'est l'année aussi où Nike l'a échappé, parce que tu as vu les reculs des ventes. Là. Pour un trimestre en particulier, c'était 5 milliards. 5 milliards de dollars de vente de souliers. Là, il y a quelques paires qui n'ont pas été vendues. Et les codes d'écoute ont été au rendez-vous, les auditoires, la pub, l'avion. Puis je te parle d'une fille qui a été payée moins de 70 000 $ pour sa saison. Alors, de ce côté-là, c'est le sport féminin, le sport professionnel féminin. Pour moi, là, ce serait ma personnalité de l'année sur le plan marketing, vois-tu? Un envol. 2024, ça a été l'envol du sport féminin. Oui. Mais c'est sûr, quand on a rempli le stade à Toronto, quasiment 20 000 personnes. Moi, j'ai été renversé. Et à Montréal. Mais j'ai été... mais ça faisait du bien de voir ça. On se disait, est-ce que ça va durer 20 000 à tous les soirs? Probablement pas. Il faut partir, il faut commencer, il faut lancer de quoi. Mais c'est quand même un accueil chaleureux et il y avait quelque chose de... Je sais pas, il y avait comme un côté partéesque dans les estrades. J'ai dit, ah mon Dieu, oui. C'est comme s'il y avait une célébration. Oui, et dans le cas du hockey, une ligue qui... n'avait pas de nom. Les équipes n'avaient pas de nom. Alors, t'achetais au fond un chandail, c'était marqué Montréal, c'était marqué New York. Et ça s'est envolé comme des petits pains chauds. Et plusieurs annonceurs, je pense à Canadian Tire, entre autres, et d'autres, mais ont compris très rapidement l'intérêt de s'associer à cette ligue-là. Ça a été un très grand succès. Le défi, évidemment, comme dans n'importe quoi, et spécialement en marketing, c'est toujours l'année 2. Hein. Je me souviens, j'ai un ami qui avait lancé à un moment donné un journal d'affaires. Et on avait eu un beau party, c'était remarquable. Puis il était venu me voir, puis il m'avait dit, le plus difficile, c'est pas le premier numéro. Parce que le premier numéro, on est tellement motivé, on est tellement dedans. Il faut prouver après ça qu'on est capable de le faire une deuxième fois. Donc, c'est le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Alors, dans ce cas-ci, tu auras plus de matchs cette année. Quand je dis cette année, en 2025, de la Ligue féminine de hockey. Alors, le défi, ça va être de répéter ce succès-là, cette espèce de magie-là. On est dans le sport, on y reste. Un autre élément clé sur le plan du marketing, dans le cas de la NFL, c'est en septembre que ça s'est confirmé, c'est que dorénavant, tu pourras avoir de l'argent des fonds d'investissement souverains. Alors, par exemple, l'Arabie Saoudite, par exemple, le Qatar et autres, dans le sport professionnel nord-américain. Pour moi, ça, c'est un événement clé parce qu'on a toujours vu les clubs étrangers, je pense au Paris Saint-Germain, par exemple, qui est possédé par le fonds du Qatar. Je pense à plusieurs clubs en Angleterre aussi de la Première Ligue. On n'avait pas ça en Amérique du Nord. Et là, lentement, mais sûrement, ça va commencer. Et qu'est-ce que ça va changer, mettons, sur ce qu'on connaît, nous, Luc?
Ben, ça veut dire... Alors, au moment où on se parle, c'est plafonné à hauteur, selon les ligues, de 20 ou de 30 %. Donc, un fonds souverain ne pourrait pas prendre possession d'une équipe de sport. Mais tôt ou tard, si on parle de 30, il y a quelqu'un qui va dire, on peut-tu monter à 50, on peut-tu monter à 60, on peut-tu monter à 100 %. Et ce qui est assez amusant dans le cas de la NFL, c'est la dernière ligue qui a sauté là-dedans, dans cette marmite-là, en disant, ben, si on peut rajouter du capital frais, sans trop de problèmes, alors quelqu'un arrive et dit, ben, moi, je serais prêt à vous donner 2 milliards, on va le prendre. Et puis, vous possédez l'équipe à hauteur de 20 %, donc vous n'êtes pas dérangeant, c'est pas vous qui allez prendre aucune décision. Au fond, vous faites juste donner des sous. Ben là, tant que ça reste comme ça, c'est pas trop grave. Okay. Mais tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va dire ça peut-tu être 100 %. Et il y a quelqu'un qui va dire oui, ça pourrait être 100 %. Et à quel moment je pense que ça va arriver? C'est quand le sport va traverser une séquence plus difficile. Alors, au moment où on se parle, ils sont dans le streaming par-dessus la tête. Ils sont morts de rire. Le plus gros défi qu'ils ont actuellement, c'est quel pourcentage des droits télé qu'on vend doit aller au streaming, parce que tu veux pas perdre les perdus plus âgés. Fait que c'est ça le défi actuellement. Là. Faut pas que tu ailles trop vite. Mais tôt ou tard, ça va arriver, Gilles. Et donc, tu auras peut-être le fonds souverain de la Norvège, je te donne un exemple parmi tant d'autres, qui pourrait posséder une équipe de sport. C'est quelque chose qui est absolument possible. Est-ce qu'on peut penser que... Je donne l'exemple des voitures parce que, tu sais, les grosses compagnies d'essence, Esso, Total en Europe, tout ça, éventuellement, quand ils ont vu que les voitures électriques s'en venaient, ils se sont mis à investir, à être des investisseurs silencieux, pas silencieux nécessairement, mais minoritaires dans les compagnies de développement de l'électrique en se disant, nous autres, il faut participer à ça. Est-ce qu'on pourrait voir aussi, où ça existe déjà, des compagnies comme NBC, CBS aux États-Unis qui, finalement, dans des grandes corpos et non pas dans leur propre système à eux, je sais qu'ils ont lancé leur propre système, leur propre application ou autre, là, mais je veux dire, est-ce qu'ils peuvent être actionnaires d'Amazon, mettons? Est-ce qu'ils essayent, eux autres aussi, de pas tout perdre puis de participer à la croissance phénoménale de ces grands, plus grands qu'eux? Ben, la réponse courte, c'est que, je te rappelle, c'est déjà ça avec Rogers à Toronto. OK. Et Liberty Media possède, c'est très alambiqué là, sur le plan de la possession, mais possède les Braves d'Atlanta. C'est Liberty qui possède la F1. Alors, la réponse courte, c'est qu'on est déjà dans quelque chose qui ressemble à ça. Okay. Pendant longtemps, je me souviens, dans le cas des Flyers, puis c'était déjà vrai quelque part, je pense, au milieu des années 90, là, je peux me tromper, mais Comcast était un joueur clé. Oui. NBC possède déjà les parcs d'amusement. Écoute, oui, on est déjà là, à bien des égards. Maintenant, la nuance, là, c'est que c'est les fonds d'investissement souverains. Donc, c'est des pays à certains égards. Alors, on pourrait imaginer, écoute, si tu veux vraiment rêver, puis je veux exciter 2-3 personnes qui souhaitent le retour des Nordiques, il pourrait arriver quelqu'un qui dise, ben moi, je suis prêt à acheter l'équipe et la déplacer dans ce marché-là, parce que, un, je sais qu'il n'y a personne localement qui est capable de payer ça, puis deux, je suis convaincu que ça pourrait peut-être marcher. Tu vois un peu le genre? Oui, très bien. Alors, on est soudainement dans quelque chose comme ça. Tu vois que certaines équipes qui sont cotées en bourse, alors là, je pense que ça serait beaucoup plus facile. Alors, je te donne l'exemple des Rangers de New York, l'exemple des Knicks de New York, alors Madison Square Garden. Et Madison Square Garden, c'est un réseau de télévision, MSG Network, c'est un réseau de télévision. Fait que je reviens avec ta question que tu posais. Tu l'as déjà. Ça existe. Ça existe déjà. Et les Braves d'Atlanta sont aussi cotés en bourse. Et la F1 est aussi cotée en bourse. Et aussi, je ne sais pas moi, le Juventus de Turin. Non, mais ça répond très bien à ma question. Ça veut dire qu'il y a une tendance, puis ça pourrait se développer encore. C'est quelque chose qui pourrait être possible. Et rappelons que le golf a goûté à ça. Parce que là, tu as la LIV. Qui a été créé, puis ils sont encore là-dedans, là, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir 2 ligues de golf. Là. Il faut s'entendre. Puis là, on nous a expliqué qu'il allait finir par s'entendre. Ils s'étaient donné une date. Je me souviens, la date, c'était l'an passé. C'était en début d'année, soit dit en passant. Puis ils se sont pas entendus. Et depuis ce temps-là, est-ce que le golf est aussi omniprésent sur la scène médiatique nord-américaine? Moi, je pense que non. Je crois que c'est pas la même chose. Mais, alors, tu vois, puis ils ont commencé à faire fouiller avec le tennis. C'est le même principe, hein? Golf, tennis, c'est des individuels, bon, et tout ça. Alors, tôt ou tard, ils vont vouloir faire le saut. Et je te précise qu'au moment où on se parle, les Capitals de Washington et l'équipe de la NBA aussi, qui font partie d'une espèce de pool, là, parce que le propriétaire là-bas a mis tout ça dans une espèce de marmite. Déjà à 10%, tu as un fonds souverain qui possède les Capitals de Washington. Donc, on est déjà là. C'est juste que 10%, on n'en parle pas. Mais éventuellement. Quand on sera rendu à 30, à 40, alors tôt ou tard, c'est quelque chose qui pourrait arriver à Montréal. Je le précise. Je dis pas là, mais je dis qu'un jour, s'il y a quelqu'un qui disait, sais-tu quoi, y a-tu quelqu'un qui... Alors là, on est rendu là.
Et pour moi, ça, c'est un développement extrêmement important, avec ses avantages et ses inconvénients. Oui, puis la valeur, c'est comme les maisons qui prennent de la valeur. Tout ça, c'est toujours le prix que les gens sont prêts à payer pour l'avoir. Fait que si quelqu'un dit à Montréal, le club vaut 2 milliards, mais nous autres, on pense que ça vaut 5. Mais je dis n'importe quoi, là. Mais éventuellement, parce que c'est le seul club au Québec, parce que X, Y, Z, ça se développe, puis parce qu'il y a beaucoup de gens, puis parce que... 1000 raisons. Ils vont le payer. S'ils veulent le payer, ils vont le payer. Puis nous autres, on va dire, hey, mon Dieu, on est passé de 2 milliards à 4 milliards, mettons, comme valeur. Par contre, eux autres, s'ils voient à moyen puis long terme, ils se disent... Puis, des fois, le moyen terme, il est assez court aussi dans ce domaine-là. Oui. Et pour se protéger, ce que j'ai trouvé remarquable, Gilles, c'est que la NFL a établi la liste, a priori, de ceux qui pourront faire ça. En vois-tu comment... Ils ont compris qu'il y avait un danger, là? Oui. Le danger, c'est qu'un jour, tu as un propriétaire minoritaire, bon, puis qui, pour toutes sortes de raisons, prend possession de l'équipe, là. Mais ils ont dit, voici la liste, dans un premier temps, des fonds d'investissement, alors pas toujours souverains, qui peuvent ou qui ont le droit d'investir dans une équipe de la NFL. Alors, et tu as déjà, au moment où on se parle, et les Cowboys de Dallas et 2-3 autres équipes qui se sont montrées intéressées et tantôt qui ont dit oui, là, plus que ça. Alors, je trouve ça, ils ont compris qu'il y a un danger. Je crois que c'est la NFL qui le joue le mieux actuellement, parce que c'est la NFL qui a dit le plafond est plus bas, à la hauteur de mémoire de 20%. Et en même temps, voici ceux qui ont le droit de faire ça, donc les fonds d'investissement privés, qui ont le droit d'acheter des parties d'équipe. Alors que, dans le cas des autres ligues, on n'a pas fait ça. Ce due diligence-là, on pourrait l'appeler comme ça, on n'a pas fait ça. Je saute dans le sujet bizarre de l'année. Il y en a toujours un en marketing. En y repensant, à la fin de l'année, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Souviens-toi, l'année d'avant, je crois en 2023, c'était le sous-marin au fond de l'eau. Te souviens-tu, le Titanic, le sous-marin? Et pendant 2 semaines, c'est la folie du moment. C'était même inquiétant. Cette année, alors le roulement de tambour, j'attribue ce moment-là bizarre, étrange, là, à l'éclipse solaire. C'est vrai. Alors, on a l'éclipse solaire. Puis là, on se dit momentanément, pendant 2-3 jours, on ne fait que parler de ça. Sur le plan du marketing, parce que c'est pas le phénomène, évidemment, naturel qui m'intéresse, mais c'est le marketing. C'est Krispy Kreme qui lance son beigne éclipse solaire. Ils en ont vendu en malade, je te précise. C'est Frito-Lay qui dit on vient de lancer les chips à saveur d'éclipse solaire. Là, tu vas me dire. Je l'avais pas entendu. C'est quoi que ça goûte? Saveur éclipse solaire. C'est McDo qui a dit, nous, on a nos cosmiques, là, nos restaurants qu'on a commencé à ouvrir au Texas. Ben là, on va profiter de cette journée-là pour en ouvrir un nouveau. Alors, on va asseoir le concept de cosmique, évidemment cosmique, avec l'éclipse solaire. L'autre que j'ai trouvé le fun, je te dirais, si je l'avais su avant, là, je serais peut-être embarqué dans cette parade-là. Il y en a un là, que j'aurais peut-être acheté. C'est les croisières solaires, éclipse solaire. Oh! Alors, le calcul qu'ils font, c'est voici la ligne pour avoir le noir total. OK? En pleine mer, ben oui. En pleine mer, avec, t'imagines-tu le son des vagues en même temps? Il va faire noir complètement. Ils vont fermer les lumières, c'est sûr. Le trajet. Oui, on éteint tout. Ça, je t'avoue. Alors, c'est Harlan qui a fait ça et c'est Princess Cruise. Bon, en réalité, c'est le même joueur, c'est Carnival, qui possède 10-12 marques comme ça, différentes de bateaux de croisière, chacun avec son public cible. Alors, Harlan, un petit peu plus âgé. Princess, ça serait, mettons, le Club Med, là, si on avait à donner une image simple. Alors, ils ont fait ça. Moi, je trouve ça absolument génial. Et l'espace d'un instant, on était tous à l'éclipse solaire. Moi, c'est un phénomène, tu te souviens, Gilles, puis je pense... Mais je l'ai vu sur les plaines. J'avais ma petite chaise en après-midi, je me rappelle, avec ma blonde. Puis en fait, ce que tout le monde faisait, c'est niaiseux, hein, mais c'est naturel et c'est humain. Tout le monde regardait autour. Qui était là? Est-ce qu'il y a du monde? Qu'est-ce que le monde regarde? C'est drôle. On pas... Oui, il fallait regarder en haut, mais je te jure, pour avoir... J'ai un côté journaliste tout le temps. Moi, j'aime ça, pouvoir rapporter ça, jaser. Puis mais mon Dieu, que les gens regardaient partout autour. Il y avait du monde en baptîme. Moi, je sais, c'est plaines d'Abraham, le gros rond où ça patine. Là, tu sais comment c'est grand? C'est quasiment 1,3 km, à peu près 1 km juste le tour. Mais c'était plein. C'était plein. Moi aussi, c'était... Et moi, mes filles... Alors, à Ottawa, on ne l'avait pas complètement, totalement, mais dans le coin de Cornwall, tu l'avais à peu près totalement. Et je les ai trouvés drôles. Ils sont partis en voiture, puis ils sont allés à Cornwall.
Ils se sont assis, ils ont attendu que ça arrive, ils sont revenus. Écoute, Oui. je l'ai trouvé comique. Et j'ajoute que dans le cas des croisières, quelque chose... Et c'est là que tu vois que quand tu embarques dans le concept, il faut que tu le fasses jusqu'au bout. Là, le brainstorm, là, oui. Le rebut-ménage, c'est qu'ils ont engagé des profs spécialisés en astronomie, astrophysique. Alors, tu avais ton petit cours d'astronomie avant, ton petit cours d'astronomie après. Vois-tu un peu l'idée? On va en profiter au maximum. Je trouve ça complètement génial. Ça, si je l'avais su, Gilles... Tu serais allé, hein? Je pense que ça m'aurait... T'es-tu informé du prix? Ça coûtait combien? C'était pas particulièrement dispendieux. OK, pas si pire. Okay. Non, j'ai... Alors ça c'est l'événement annuel un petit peu ponctuel étrange. On fait le saut, parce que le marketing, c'est aussi parfois des découvertes scientifiques, ou c'est parfois de la pilule, ou toutes sortes de choses comme ça. Alors, cette année, évidemment, c'est l'année Ozempic. Ah oui. Je suis pas sûr qu'il y a 2 ans, il y a beaucoup de gens qui savaient c'était quoi. Puis là, soudainement, avec une campagne publicitaire que je trouve géniale, qui a roulé. Ils en parlaient à leur docteur. Oui, c'est ça, exact. Mais remarque, sur le plan légal, c'est comme ça qu'on peut le faire, là, mais j'ai juste trouvé Ozempic, parlez-en à votre médecin. On dit, il faudrait bien que j'y parle. Qu'est-ce que je sais pas. C'est quoi ça? Mais moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là, Ozempic? Parce que ça disait même pas que c'était pour maigrir, ça disait même pas que c'était pour les diabètes, ça disait rien, ça disait juste. Ça disait rien. Non, c'était sûr, probablement que c'était prévu, là. Tu vois des gens opaques, le sourire, c'était comme le plaisir total. Ça aurait pu être une annonce d'assurance à 50$ par année, sans aucun. Sans aucun examen médical, là, tu sais. Les gens sont heureux, ils marchent. Tu sais, des fois, il y a des annonces, tu sais, là, quand c'est un peu générique, là, tu dis, hey, ça pourrait être une annonce d'auto, ça pourrait être une annonce d'assurance-vie, ça pourrait être, tu sais. Puis dans ce cas-là, ça semble, je me disais, c'est quoi? Puis là, ça a attiré mon attention. C'est quoi ça? C'est quoi? Oui, et le problème, c'est que parler d'Ozempic, c'est parler du GLP-1. Alors, Ozempic, Mounjaro, Wegovy, Zepbound, c'est à peu près le même produit 4 fois avec... Les dérivés, pas tout à fait le même positionnement, encore une fois, parce qu'en réalité, dans chacun des cas, Eli Lilly et Novo Nordisk, pour ne pas les nommer, au début, c'était pour le diabète, puis à un moment donné, ils se sont aperçus, les gens qui prenaient ça perdaient du poids, donc on pourrait peut-être reprendre ça, repackager ça avec un nouveau nom, puis dire que là, on va perdre du poids avec ça. Mais alors, initialement, évidemment, les titres en bourse de plusieurs de ces joueurs-là, de malbouffe, ou de restauration rapide, et ou de tout le reste là, qu'on peut retrouver à l'épicerie. Après tout, on parle de 11 géants de l'alimentation en Amérique du Nord. Ces géants-là ont traversé des séquences un petit peu plus difficiles. Mais là, ce qu'on s'aperçoit en fin d'année, alors si tu continues toujours l'équation, avec l'élection aussi de Donald Trump et avec alors son responsable, mettons, appelons-le, de la santé, Kennedy, c'est que là, soudainement, on se met à parler de malbouffe. Et moi, il y a quelque chose qui me renverse, c'est que ça fait des années, Gilles, que si tu suis ça juste un petit peu, il y a des colorants en Amérique du Nord qui sont autorisés et qui sont interdits en Europe. Alors, je pense aux Fruit Loops, là, que tu vois, de notre enfance, le rouge, et les autres couleurs. Il y a plusieurs de ces couleurs-là, parce qu'on les fait avec du chimique en Amérique du Nord, alors qu'on les fait avec des produits naturels en Europe, parce qu'on dit, le savoir là-dessus nous dit que c'est peut-être pas notre meilleure idée. Alors, genre le rouge numéro 3, je sais pas quoi, là. Et là, ce qu'on sent à cause de ça, et là, déjà, j'ai trouvé ça remarquable, il y a quelques jours, la compagnie ou les compagnies qui utilisaient ces couleurs-là, spontanément aussi, ont commencé à dire, je pense qu'on va les enlever. Mais là, j'aurais le goût de te dire, Gilles, attends un peu, là. C'est parce que ça fait des années que tu le vends. Puis là, ça te prend la pression de ce qui vient d'arriver pour le faire. C'est pas formidable. Et là, on sent, alors ça, c'est l'autre chose, encore là, puis toujours au moment où on enregistre, on vient d'apprendre qu'il y a un adolescent qui va poursuivre les 11 géants de l'alimentation en Amérique du Nord en disant, ça fait des années que vous vendez des produits que vous savez qui créent une addiction. Et vous continuez à les vendre. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver. Ça fait la cigarette un peu comme dossier. C'est exact. C'est exactement là où je vais aller. C'est que là, dans le fond, ce qu'on sent bien, là, si tu vois le tapis là, qui te glisse en dessous des pieds, c'est que le tabac de 2025, prédiction, ça va être la bouffe. Puis là, on va commencer à en parler beaucoup. Puis au début, j'ai trouvé les médias un peu drôles en disant, comment ça qu'on remet en question des politiques ou des pratiques qu'on a toujours eues? Puis là, on s'aperçoit dans le fond que le Joe Populo qui consomme ces produits-là, il commence à se poser des questions. Fait que dans le fond, là, toute cette mouvance-là, Ozempic, GLP-1, curieusement, nous amène, vois-tu, nous amène ailleurs. Et c'est ça que je trouve formidable. C'est que tu arrives avec une innovation sur le plan des produits pharmaceutiques.
Puis ça a un effet imprévu là-dessus. Et ça fait que soudainement, on va parler beaucoup de ces sujets-là. Je crois que 2025, pour le domaine de l'alimentation, là, les géants de l'alimentation, là, ça va être une année très, très, très difficile. D'autant plus que je voyais déjà en janvier 2024, il y avait déjà 400 millions de visionnements sur TikTok de vidéos connectées avec Ozempic. Alors vois-tu que dès le début de l'année, on sentait bien qu'il y avait une traction de ce côté-là. Alors imagine au moment où on se parle. Alors l'époque, au fond, des célébrités là, puis des influenceurs qui nous parlaient de, je sais pas moi, Weight Watchers, Oprah, ça serait un bel exemple. Oui. Il y a Elon Musk aussi, à un moment donné, qui a expliqué comment il avait perdu son poids, là, rapidement. Ben, on est dans quelque chose, cette espèce de mouvance-là, et je pense que ça va être assez spectaculaire comme changement sur le plan, entre autres, de l'étiquetage pour 2025. Et ce que ça montre aussi, c'est qu'on a toujours dit, moi, j'ai fait 40 ans de radio commerciale, puis j'ai toujours entendu dire, s'il y avait une pilule pour maigrir, tout le monde la prendrait. Là. On est assez hypocrite là-dessus. Oui, il faut courir, oui, il faut bien manger, tout ça, mais Ozempic a amené, tu sais, Luc, c'est ça la réalité. Là, c'est que, il y a beaucoup de gens, mais moi, ma blonde, on parlait des Kardashian, la mère et les filles, il y avait toujours un petit 15-20 livres qui voulaient perdre d'un coup sec, bang, en dedans de 3-4 mois, ils ont tout perdu, tout le monde est revenu à un poids qu'ils espéraient. C'est pas un miracle de Dieu, là. Tu comprends? Non, c'est pas un miracle de Dieu. Puis il faudra voir la suite des choses de ce côté-là. Absolument. Mais, chose certaine, ça ramène aussi sur le tapis toute la question du surpoids, parce que, au fond, la recherche a dit que le surpoids amène toutes sortes d'autres problèmes cardiaques, problèmes pulmonaires, etc. Alors ça, sur le plan technologique, c'est l'imprévu de l'année. Je peux-tu me permettre juste un commentaire lié directement à ton métier, tout ça, mais on parle de surpoids, on parle d'Ozempic. C'est vrai que tout le monde en a parlé cette année, tout le monde se dit, puis il y a toujours des gens qui, mi-blague, mi-raisin, comme on dit, mi-figue, mi-raisin, vont dire, ben moi, c'était juste de moi, si c'était pas su, peut-être que j'en prendrais pour aller perdre un petit 10-15 livres, tout ça. Mais en même temps qu'il y a ça, moi, je vois des annonces, puis j'ai dit à ma blonde, t'as rendu compte? Les grands de la malbouffe, mettons, McDo, tous les autres, là, ils arrivent avec des burgers plus gros que jamais, 8 boulettes, puis un oignon français là-dedans, puis de la poutine. Tu comprends? On dirait que les deux arrivent en même temps. T'as-tu noté ça? C'est comme... Puis j'en vise pas un plus qu'un autre, c'est partout pareil. C'est que ça soit Ashton à Québec, ils ont un burger plus gros, 3 fois gros de saucisse, puis tu comprends? Avec du double bacon, puis c'est comme s'il y avait les deux côtés. Il y en a qui disaient, ben regarde, moi je me fais plaisir, puis au yard le reste, mais que ça arrive en même temps, je trouvais ça juste curieux. Oui, c'est très contradictoire. Oui, absolument. En même temps, c'est comme si d'un côté de la bouche, on disait faire attention à tout ça, puis en même temps, écoute... On aime se faire plaisir, peut-être, hein? Il y a peut-être ça aussi. Oui, aussi. OK. Aussi. Parlons un peu de Paris, peut-être, parce que il y a 2 événements qui ont marqué Paris. Moi, récemment, parce qu'au moment où on se parle, on est le 11 décembre quand on enregistre, donc tout le temps des fêtes, vous allez peut-être écouter ce podcast-là. Sachez qu'on vient de sortir... Je peux parler 2 secondes de Notre-Dame de Paris, si vas-y. Ça te convient. Puis je vais te laisser les Jeux olympiques d'été. Bien, faut savoir que la fin de semaine dernière, on a fait le week-end de célébration de Notre-Dame de Paris. Évidemment, ce qui a fait jaser beaucoup, au départ, ça a été Trump et M. Zelensky. Puis après ça, les photos de M. Legault, qui a réussi à prendre des selfies, ça a fait rire beaucoup de monde. Mais on s'est dit, mais quand même, bon, on comprend que tout est politique, surtout quand il y a les élections qui s'en viennent. Mais pour ce qui est de Notre-Dame de Paris, 68 mois de chantier, 2800 jours de travaux, 350 000 donateurs, mais ce qui est frappant, surtout pour la France, qui est un pays extrêmement social, avec des plans sociaux puis des formes assez impressionnantes de hiérarchie, 100%. La rénovation s'est faite avec de l'argent privé, ce qui est quand même un exploit. Mais sachez que sur 350 000 donateurs, 4 sociétés françaises ont donné 65% du montant, qui était pas loin de 900 millions d'euros pour refaire et retaper Notre-Dame de Paris. Sur ces gens-là, ça a toujours un petit côté commercial intéressant, 100 millions d'euros ont été donnés par François Pinault, M. Gucci, Yves Saint-Laurent, Balenciaga et les autres. 200 millions d'euros, un chèque de la famille Arnault. LVMH, Louis Vuitton, Bulgari, Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, Marc Jacob, Tiffany, en voulez-vous d'autres? Il y en a d'autres. Moët et Chandon, Veuve Clicquot, Krug, Dom Pérignon, Le Bon Marché, Sephora et les autres. Donc, eux autres ont donné 200 millions. 100 millions ont été donnés par l'Essencerie Total. On en parlait plus tôt dans le balado. Et 200 millions d'euros. La famille Bettencourt, entre autres, connue pour L'Oréal.
Alors voilà, c'est superbe. Moi, j'ai vu la cérémonie. Je regardais ça par petits bouts. C'était émouvant par moments aussi. Un peu long, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais je te dirais que un peu comme ceux qui regardent le football, me mêler, ils veulent voir Taylor Swift réagir. Mais moi, je me disais, je veux voir Trump. Fait que je suis pas mieux que les autres. Alors, Luc. Oui, tu parlais d'Arnaud, M. Arnaud, oui. LVMH. Oui. C'est tout près d'une 70 max. C'est fou, hein? C'est Les Échos aussi, qui est le journal d'affaires en France. C'est aussi un hôtel. Mais au-delà de ça, c'est assurément beaucoup de marques dans le luxe. Je vais te dire, moi, c'est un petit détail. Puis la vie est faite de détails et de symboles. Là. Bon, le fait que Trump soit là et pas Biden. Oui. Le fait que c'est la conjointe de M. Biden qui soit là et pas lui. Le fait que certains, le premier ministre du Canada n'était pas là. Mais alors, toute la vie est faite de symboles. Mais dans le cas de M. Arnaud, c'est parmi les premiers, sinon le premier, au moment où il y a eu cet incident-là, ce feu-là, cet incendie-là, qui lui a levé la main en disant « Moi, je donne X centaines de millions d'euros ou de dollars. » On comprendra à ces niveaux-là. 200 millions d'euros, c'est quand même de l'argent. Hein, c'est impressionnant. Oui, c'est beaucoup d'argent. Il n'était pas assis en avant. Il était assis quelque part au milieu de la salle. Mais c'est peut-être sa demande, fais attention. C'est peut-être à sa demande. Absolument. Mais c'est ça, j'en reviens toujours avec c'est exactement ça. Perception. La vie est faite de symboles. Et les symboles sont importants. Oui. Alors, sur ce plan-là, moi, c'était en même temps, j'ai probablement pas mal sauvé la mise, mais j'ai l'humilité, dans ce cas-ci, compte tenu de l'importance de ce dossier-là, de dire... Sais-tu quoi? Quelque part au milieu, là, c'est sûr qu'il était au bord du corridor, tu me diras, là, de l'entrée, de l'allée. Mais en même temps, j'ai trouvé ça remarquable. Et je vais t'ajouter deux choses, parce qu'on parle de la France. Oui. Je sais que tu aimes beaucoup la France, Gilles, mais il y a deux choses importantes. C'est qu'ils l'ont fait, le calendrier, ils ont réparé donc tout ça avant les échéances prévues. Ça, c'est la première chose. Puis en bas du prix prévu. Ça, c'est la deuxième chose. Ouais. Donc, c'est possible de le faire. C'est juste ça que je voulais dire pour la France. Moi, j'ai trouvé ça remarquable. Et évidemment, encore une fois, le fait que Trump soit là, parce qu'il n'est pas encore, au moment où on se parle, il n'est pas président. Il est président élu, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Et qui était là à l'avant. Et le non-verbal, moi, je l'ai trouvé... Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Mais tu es d'accord que dans l'édifice, là, il y avait 1500 personnes. Tout le monde avait un torticolis à essayer de voir Trump. Absolument. C'était fou comme de la... Oui, et j'ai vu des gens qui étaient peut-être pas supposés lui donner la main, qui se sont allongés la main. Dans un cas en particulier, j'ai vu une femme qui l'a fait. Et j'ai vu le conjoint qui regardait sa femme en voulant dire « Hey, t'es bonne, t'as de l'audace! Non, tu m'impressionnes! » C'est fort. Et évidemment, quand Elon Musk est rentré, tout s'est arrêté de jaser. Et il a pris une photo avec une jeune fille. Je sais pas si tu vois la scène. J'ai très bien vu, là, un selfie, mais oui. Et après, il a fait du Elon Musk, là, en s'ajustant un petit peu le vêtement. Le cou bien haut. Là. Oui, exact. Tu as vu la même scène que moi. C'était très... Mais ce qui est frappant, techniquement, je te dis ça, les deux, Elon Musk, c'est un gars qui est grand, tu sais, qui a 6 pieds 1 comme faux, puis M. Trump aussi, puis M. Trump, c'est un genre de... Il a le corps un peu comme André Arthur, un 300 livres, puis un 6'3", mettons. C'est des gens corpulents, mais imposants en plus, outre ce qu'ils représentent. Ils sont physiquement imposants. Oui, et puisque tu parles de physiquement imposant, encore une fois, on revient toujours au symbole. Lorsqu'il serre la main à Macron, le premier moment où il le rencontre, là, c'est pas la poignée habituelle qu'on donne à quelqu'un. Alors, tu l'as vu, cette poignée de main-là? Oui, le petit poignet par le haut. Oui, il y a comme le coude très, très en haut. et soudainement, Macron a l'air absolument minuscule. Oui. Et évidemment que... à ce niveau-là, là, au royaume de la communication politique et du marketing politique, on sait tout ça, là, que c'est une séquence de symboles. C'était sans appel. Et c'était un prélude à ce qui s'en vient. Donc, on verra pour la suite. Préparez-vous. On verra pour la suite des choses. Et ça prouve que... Alors là, si on avait identifié la ville de l'année sur le plan marketing, toujours dans une logique de... C'est Paris. Ben oui. Parce qu'on a eu ça, cet événement-là, qui était incontournable. Et on a eu les Jeux olympiques de Paris. Un très grand succès. On avait eu la séquence COVID qui avait fait en sorte que, entre autres Tokyo, ça n'avait peut-être pas donné les résultats espérés. En même temps, tu as LVMH, on y revient, LVMH, qui, je te précise, Gilles, a rendu les derniers chiffres de LVMH, ça n'a pas généré de vente supplémentaire, le fait qu'il soit associé aux Jeux olympiques. Alors, je peux te le confirmer maintenant, c'est sorti il y a quelques jours, et c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on pensait qu'il se passerait, mais c'est ce qui s'est passé à tout le moins.
Et je rappelle que dans le cas d'LVMH, au moment de la cérémonie d'ouverture, tu as eu à un moment donné un freeze, là, tu as la caméra, puis là, tu arrêtes sur un logo, là, les mallettes Louis Vuitton, dans ce cas-ci, avec les médailles. Et bon, suite à ça, la rumeur veut que tous les autres commanditaires ont dit comment ça qu'eux, ils l'ont eu, puis nous, on ne l'a pas. Puis une partie de la réponse, c'est LVMH aurait payé 160 millions de dollars. Alors, c'est pour ces jeux-là. Alors ça serait peut-être pour les droits de commandite. Alors ça pourrait expliquer pourquoi ils ont eu... bon, un, ils étaient le partenaire premium, puis deux, ils ont eu droit à quelque chose que moi, je me souviens pas d'avoir vu nulle part avant. Là, parce que somme toute, sur le plan des logos, c'est extrêmement contrôlé, les Jeux olympiques, qu'ils soient à Paris ou ailleurs. Et c'est les Jeux durant lesquels, semble-t-il, que Nike a investi le plus d'argent dans un événement dans l'histoire. Alors, je reviens avec Nike. Si tu cherches l'entreprise qui l'a eu difficile cette année, l'année d'avant, c'était Budweiser. Cette année, c'est Nike. Puis là, tu as des nouveaux compétiteurs. Tu as Oka. Moi, j'ai quelqu'un autour de moi qui fait vraiment du jogging. Là. Moi, j'utiliserais l'excuse des genoux. Là. Mais dans son cas, lui, il le fait. Puis il me dit, c'est ça. Actuellement, c'est ça, c'est cette entreprise-là. Et Nike, je le précise, qu'à l'origine, avait été confondé par, entre guillemets, la personne qui a rendu populaire le jogging. On est dans les années 60 toujours ici. Okay. Alors, tu vois qu'à travers le temps, souvent, tu vas t'éloigner de ton positionnement initial. Puis, si tu décides que tu vas faire X fois la nouvelle version des souliers de Michael Jordan, tu vas probablement continuer à en vendre. Mais à un moment donné, les gens vont dire, ce bleu-là, je l'ai vu. Ce rouge-là, je l'ai vu. Ce vert-là, je l'ai vu. Il faudrait passer à autre chose. Donc, c'est l'année Paris. Je dirais ça, absolument, comme ça. Absolument. Et c'est l'année... C'est l'année des records, parce qu'on vient de battre un record de podcast. On est rendu presque à 1h15, puis on n'a pas fini. Et on n'a pas fini. Et donc, Paris serait ma ville marketing absolument. Je suis bien d'accord. De l'année. Et l'événement, je pense, marketing mondial, pour roulement de tambour pour la finale, donc notre dernier... Oui, point, mais non le moindre. C'est évidemment la campagne électorale américaine. Ce qu'on a compris, je refais le lien avec Notre-Dame, Gilles, c'est que le président de la planète Terre, c'est Donald Trump. Plus que jamais. Plus que jamais. Ce que je viens de dire, mais j'en ai rien à foutre en réalité. Mais c'est ça qu'on s'est aperçu. Et on les a tous vus le regarder puis s'incliner. Encore une fois, sur le plan de la communication non verbale, c'était absolument criant. Mais encore une fois, sur le plan du marketing et des médias, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que ça, c'est aussi par voie de conséquence l'année du podcast. Alors, ça fait X années que tu en fais, Gilles? Combien d'années tu fais? On va commencer ma 6e, là. 6e année. Donc, ça fait quelques années. Puis au début, parfois, on peut avoir l'impression qu'on prêche dans le désert. C'est-à-dire, on commence à zéro, on s'entend. Puis le podcast, au début, il y a besoin de la notoriété de la personne qui le fait. Alors ça, tu l'avais, c'est pas ce problème-là. Mais en même temps, c'est le réflexe d'y penser. Oui. Je croise encore, à chaque conférence, des gens qui me disent « J'aimais ça ce que vous faisiez à la radio avec Gilles. » Et je m'empresse toujours d'ajouter, mais monsieur, madame, ça existe encore. On le fait toujours. Alors, le nombre de fois que les gens m'ont dit podcast. C'est quoi ça? C'est où, c'est quoi? Exact. Alors, complètement. Alors, là, c'est l'année podcast aux États-Unis. Donc, techniquement, au Canada, ça va prendre encore une couple d'années. On est toujours en temps au Québec, peut-être 3 ou 4 années. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu 2 stratégies complètement différentes sur le plan de la campagne électorale. D'une part, on a eu Harris, qui avait 3 fois plus d'argent que Trump. Elle a placé son argent en publicité. Publicité. Ça, c'est la stratégie 2004, mettons. 2004, oui. Oui, 4, 10. Oui, 10, 12. Oui, puis si tu cherches le point de bascule pour l'industrie au Québec, c'est 2013 en passant. Hein. C'est ce moment-là qu'il y a eu la décélération sur le plan de tout ça. Quand tu regardes les courbes, c'est fascinant. Alors, la première année, on a dit c'est un accident. Oups, la deuxième année, on a dit ça se maintient, puis ça continue à descendre. Il se passe quelque chose. Oui. Donc, 3 fois plus d'argent en pub. Elle a engagé des influenceurs, on sait maintenant qu'ils étaient payés, et des vedettes, on sait maintenant qu'ils étaient payés, entre autres Oprah, dont on parlait un petit peu plus tôt dans notre podcast. Oprah, 2 millions. On a eu Beyoncé, beaucoup plus. Puis on a eu d'autres aussi. Et pourtant, ils n'ont pas besoin d'argent tant que ça, ces gens-là? Non. Mais en même temps, à partir du moment où c'est rendu public, ça dit quelque chose. Je comprends. Oui. C'est que tout le monde a dit, écoute, je vais y aller, mais
Mais si tu me permets un élément politique là-dessus, même si c'est marketing ton affaire, plusieurs ont dit que c'est une des raisons. Tu sais, si on aura les pâquerettes, parce que c'est un peu ça qui est arrivé avec M. Trump. Il a parlé au monde, puis de façon, avec les préoccupations du monde en 2024, tu comprends? Mais quand Mme Harris a devant elle des gens qui sont multimillionnaires de la musique, puis qui viennent là, puis en plus, on apprend après qu'ils ont été payés, mais c'était une des raisons des gens. Moi, je ne m'identifie pas. They don't relate to me. I don't relate to them. C'est pas des gens qui me représentent. Ils gagnent des millions, ils sont dans une tour d'ivoire. Mais c'est pas ça. Comprends? Fait qu'il il y avait de ça aussi. C'était pas la meilleure idée politique, puis peut-être marketing pour eux. Et on dirait en marketing, l'expression, ou en psychologie, on parlerait de projection, identification. C'est une chose d'avoir des vedettes sur un stage, mais effectivement, est-ce que je m'associe ou je me reconnais dans ces personnes-là? C'est ça. Et popularité ne veut pas dire identification, je le précise. Parce qu'on parlait un petit peu plus tôt de Taylor Swift. Taylor Swift aussi s'est prononcé pour Mme Harris, puis on connaît la suite de l'histoire. Maintenant, tu parles d'identification. Elon Musk, il est très important dans l'équation. Pourquoi? Parce que pour gagner une élection comme celle-là, ça te prend... C'est les indépendants à la fin. Là. La réalité, c'est que... Moi, c'est un système politique, je le trouve fascinant, le système américain. Et tu m'avais déjà confié, hors des ondes, je me permets de le raconter, Gilles, en ondes, mais que tu as eu, je ne veux pas me tromper, Robert Bourassa comme prof, ou sinon tu connais quelqu'un... Non, je l'ai eu. Il a donné deux cours dans sa vie à l'Université Laval, deux fois. Deux seules sessions, en fait, puis j'ai une des deux parce que un de mes bons amis, Charles, m'avait dit il faut que tu ailles ce cours-là. Puis quand effectivement, je t'avais compté que pour le bénéfice des gens qui nous entendent, qui ne l'ont jamais entendu, quand Bourassa a donné son deuxième, qui allait être son dernier, c'était en 79, je pense. Je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est 79 à l'Université Laval. Au départ, il y avait 150 places. Tu sais, t'es prof d'université, mais ça a fini qu'il y avait 250 places dans une. Puis là, on a changé 3 fois de local au début. Puis à la fin, ça, c'est une chose que même aujourd'hui, je pense qu'on pourrait même plus le faire. Luc, tu vas me le dire, mais ça fait 40 ans. Là. À la fin, il y avait un local, un grand amphithéâtre, dans lequel tout le monde était assis, évidemment. Il y avait toutes les marches donnant accès aux estrades ou aux sorties de secours, tu me vois venir. Donc, les côtés et le centre. Ça, c'était plein de monde assis. Donc, si je voulais descendre rapidement, il fallait que j'enjambe du monde. Il n'y avait rien à faire. C'était plein. Et à l'avant, M. Bourassa avait permis que sur l'estrade, qui surélevait sa performance en avant, il y avait des gens assis là aussi. J'avais jamais vu ça. Je ne sais pas si ça s'est revu, parce que probablement, même légalement, c'était même dangereux. Et parfois, c'est un cours de 3 crédits, donc 3 heures. Parfois, le cours s'étirait une demi-heure, 3/4 d'heure. J'ai jamais vu une personne quitter. C'était épouvantable. Écoute, il sortait de la crise d'octobre. C'est lui qui avait la baie James. Imagine-toi. Puis, écoute, inimaginable. Et le petit bout de l'histoire que j'ajoute, parce que c'est toujours toi qui me l'as raconté, puis tu me corriges si je me trompe, c'est que tu me dis, l'examen final, il nous donnait des cahiers vides. Oui. Il nous disait la question, elle est très simple la question. C'est expliquez-nous le système politique américain. Oui. Alors, deux cahiers 8,5 par 14. Alors, c'est ça la question. Alors, je reviens à mon ouverture de commentaire. Alors, ce qui est remarquable, évidemment, dans ce cas-ci, c'est la complexité de ça. Tu as des rouges, ils sont toujours rouges. Tu as des bleus, ils sont toujours bleus. Puis tu as dans le milieu ce qu'on appellerait, pas des indécis, c'est des indépendants. Donc, ça veut dire qu'à la pièce, en fonction de qui est là, qui a gagné les primaires. Mme Harris n'a pas participé à aucune primaire. Elle n'a jamais gagné une primaire, d'ailleurs, dans sa carrière. En fonction, donc, de qui est là, puis qui est à la tête de chacun des partis, on va voter plutôt pour lui ou pour elle. Hein? Moi, c'est quelque chose que je trouve fascinant. En d'autres mots, tu acceptes que des fois, à la pièce, tu vas juger. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, Gilles. Moi, je me reconnais là-dedans. Oui, absolument, complètement. À la pièce, en fonction de qui est là, en fonction des promesses, en fonction... Mais au-delà de ça, il y a des gens qui, toute leur vie, vont voter pour le même parti, puis je leur laisse. Mais c'est ça. Alors, la beauté ici, c'est que faut que tu séduises ces gens-là. Et là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la consommation média de ces gens-là, il y a une série de caractéristiques, mais une de ces caractéristiques-là, c'est que c'est sur les gens qui, sur le plan technologique, sont les plus avancés. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Mm-hmm. Ça veut dire qu'ils écoutent davantage de podcasts. C'est sûr.
Mais vois-tu, M. Trump, dans la campagne, a fait 20 entrevues différentes, parce qu'il y en a qui ont même répété avec Joe Rogan. Il est allé 2-3 fois, je pense, puis, et même son second, là, qui est allé aussi. Mais alors que Mme Harris a fait elle a fait sur le tard des entrevues à la télévision traditionnelle. Fait que, tu sais, moi, tu dis, et je suis d'accord, parce que je t'ai vu le dire quand l'élection a eu lieu, que c'était le podcast qui était frappant. Je suis bien d'accord avec toi, mais il faut extensionner aux réseaux sociaux. Parce qu'on rentre Elon Musk là-dedans, mais on rentre l'importance en communication, en marketing aujourd'hui, pas l'importance, l'obligation, parce que l'élection américaine le prouve, d'être sur les réseaux sociaux de façon constante, importante et appuyée complètement. Parce que, écoute, le podcast est bon, puis moi, si tu me permets une petite parenthèse, une parmi 1000. Une autre? Non, une autre, c'est ça. Mais au Québec, il y a eu les codes d'écoute récemment là, de la radio. Puis, ça fait longtemps que moi, j'en parle beaucoup avec Jeff Fillion. Tu sais, je sais que tu nous écoutes des fois à Radio Pirate, entre autres le jeudi matin, quand j'y suis. Et notre déformation professionnelle fait parler de radio. Puis des fois, on fait attention pour avoir l'air du monde qui crachent dans la soupe et qui renient notre passé, mais pas du tout. Mais on veut venir le podcast, puis on voit l'importance que ça peut avoir. Puis ce qu'on remarque, c'est que les parts de marché, on utilise en radio maintenant, tu vas le voir pourquoi je dis ça, on utilise uniquement les parts de marché parce que c'est ça qui est confortable pour envoyer un message positif. Mais la réalité, c'est que quand on prenait les chiffres réels, on se rendrait compte, puis d'ailleurs, c'est Radio-Canada qui en a fait, la presse avec la Radio-Canada qui en a fait le décompte cette semaine, au moment, donc première semaine de décembre, qui a dit, écoutez, dans beaucoup d'émissions, c'est 20-30, cette année, 20 à 30% de baisse d'auditoire. Donc, oui, les parts de marché, c'est énorme. C'est énorme. La première fois. C'est des gens qui sont ailleurs, qui sont sur Spotify, qui sont sur leur émission à eux. Peu importe. La multiplication de l'offre fait. Puis ça fait longtemps qu'on dit ça, ça fait longtemps qu'on voit ça. Mais autant on a dit que cette année, le podcast a eu un envol parce que l'utilisation extrêmement performante de M. Trump est en partie responsable de son élection, mais également la tendance à aimer les podcasts parce que tu télécharges, tu les écoutes quand tu veux, puis bon, peu importe. C'est beaucoup plus facile qu'avant. Quand je rappelle aux gens que les premiers podcasts, Luc, ça prenait un fil, après ça, un accessoire, puis c'était compliqué, là. Mais aujourd'hui, ça reconnaît, tu rentres dans le... Tu sais, on est ailleurs complètement. Fait que, tu sais, moi, je vois puis je me réjouis pas de ça. Ça fait longtemps qu'on dit la radio traditionnelle. Puis la radio traditionnelle, maintenant, fait du podcast. Puis ils appellent ça podcast pour avoir l'air in, mais il faut que ça soit des podcasts aussi. Tu comprends? Fait que les autres sont tiraillés entre toi. Puis d'ailleurs, la position sur les podcasts pour la radio traditionnelle, souvent, c'est si tu fais des podcasts, il fallait à la radio avant, si tu veux. Tu comprends? Si moi, je te dis, je vais faire des podcasts, je sais que les radios de Québec, il y en a plusieurs qui font des podcasts en dehors des ondes. Mais si j'étais boss, moi, je dirais que vous allez d'abord les faire en ondes. C'est le point de Jeff Fillion sur lequel on discute souvent. Fait qu'il faut qu'il s'aide aussi, là, tu comprends? Oui, et à cet égard-là, Jeff a été absolument et totalement précurseur. Tu fais la petite histoire du podcast au Québec, en fait, au Canada français, puis au Canada. Au Canada, ils sont un top 10 aussi facile. C'est Jeff Fillion. Oui. C'est Jeff Fillion. Puis au début, j'ai souvenir qu'il y avait beaucoup de sceptiques dans la salle. Moi, de mémoire, là, je me souviens d'une autre personne qui avait dit ce qu'il fait là... regardez bien ça, ça peut être significatif dans le futur. Puis c'est Bruno Guglielminetti. Il y en a deux. C'est quand même pas le pire observateur. Oui, effectivement. Et donc, oui, puis rappelle-toi que les podcasts, soudainement, tu peux les déposer aussi sur X, sur Twitter. Oui. Parce que là, quand on a fait le podcast sur YouTube, momentanément, le podcast en question, il est disparu des écrans. Bon, ce qu'on sait, initialement, les gens disent, c'est Google qui est mal intentionné, mais c'est qu'il y avait une quantité anormalement élevée de gens qui volontairement disaient que la qualité du visuel n'était pas à la hauteur. Et ça fait en sorte qu'automatiquement, à partir d'un certain pourcentage, Google enlève le vidéo. Okay. Et là, à un moment donné, il y a des gens qui se sont aperçus qu'ils n'y arrivaient plus. Tu tapais littéralement Joe Rogan, Donald Trump, et tu ne voyais pas le podcast, il apparaissait pas. Tu avais simplement des petites séquences de quelques minutes, quelques instants. Alors ça, le podcast, il a complètement changé, transformé tout ça. Ça veut dire que la prochaine campagne électorale au Canada, ça veut dire que la prochaine campagne électorale au Québec, il va falloir ajouter cette portion-là, pas exclusivement parce qu'on n'est pas tout à fait rendu là, mais ça va être une portion importante. Puis tu me parlais un petit peu plus tôt d'identification, de projection, se reconnais-tu ou pas. Alors je reviens toujours avec mes indépendants, ils sont plus dans le coup sur le plan technologique et ils sont plus jeunes aussi, généralement.
Et là, le défi des Républicains, qui est le parti, mettons, à cravate, là, si on avait à le décrire simplement, c'était de modifier cette image-là. Et c'est là où Elon Musk joue un rôle extrêmement important, parce que c'est ce qu'on appelle le cool factor en marketing. C'est que soudainement, tu as quelqu'un qui, sur le plan scientifique, visiblement, sur le plan technologique, sur le plan aussi médiatique, il possède un média, c'est quand même pas si mal, ben, il arrive puis il transforme complètement cette équation-là, si bien que à la cathédrale, à Notre-Dame, il était là. Il était physiquement là. Donc, tout ça a fait en sorte qu'on arrive avec une autre recette, puis ajoute à ça, si on avait à faire, et un bon jour, on le fera, probablement dans une campagne électorale au Québec ou au Canada, Gilles, mais les 10 impairs les plus importants en communication politique, tu peux te moquer de ton adversaire, tu peux dire n'importe quoi de ton adversaire, n'importe quoi, mais n'attaque jamais les électeurs ou les fans de cet adversaire-là. Et là, on l'a vu en fin de campagne, évidemment, quand on a traité les fans de Donald Trump de vidange. Hein? C'est comme ça en français qu'on traduirait ça. T'as bien vu qu'il y avait une espèce de momentum. On était quelque part tout près de 2 semaines avant la fin de la campagne électorale. Et ça me rappelait évidemment Hillary Clinton, qui avait traité les fans de Donald Trump de déplorables. C'est quand même assez étonnant qu'on ait refait la même erreur. Et pour faire notre âge, Lise Payette avec les Yvettes. Oui, absolument. C'est exactement la même chose. 40 ans plus tard, c'est la même chose. Exactement la même chose. Et oui, et c'est l'exemple que je raconte. Si j'avais à faire le lien au Québec, c'est celui-là. Alors ouais. Et ça avait eu un effet extrêmement important sur la société. Complètement. Je veux juste, parce qu'on finit, on s'en va vers la fin pas mal, je veux juste te dire que en t'écoutant les dernières minutes, je me suis rendu compte que dans le fond, parce que l'impact sur la suite des choses est tellement important de cette élection américaine-là. Autant le rôle de Trump, autant le rôle du podcast, autant le rôle de Elon Musk, autant les réseaux sociaux utilisés à bon escient et beaucoup moins de réseaux traditionnels de leur part. Donc, dans le fond, Donald Trump, d'une certaine façon, est probablement l'influenceur de l'année dans le monde. Oui, absolument. T'as beau dire, absolument. Parce que fondamentalement, il va changer l'ordre des choses en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, dans les pays occidentaux, parce que la façon de faire, je ne dis pas que tout le monde va se mettre à créer des noms, parce qu'il y a un côté vulgaire là-dedans, mais il y a la façon d'être élu et je dirais, de déjouer beaucoup de pronostics et de sondages, et c'est sûr que ça marque le pas pour la suite des choses. Oui, et cette voie de contournement-là des médias traditionnels, c'est quelque chose qu'on va revoir 1000 fois plutôt qu'une. Et il va être copié, effectivement, partout. Parce que, de la même manière que lorsqu'Obama utilise Facebook dans sa campagne électorale, il est copié. Lorsque, évidemment, Trump utilise Twitter en 2016, il est copié également. Et on peut s'attendre, effectivement, à ce que dans le futur, plusieurs dirigeants politiques le copient également, ce qui est une excellente nouvelle pour le blog. Es-tu content, là, l'ambiance? Mais écoute, et les podcasts. Luc, je suis content qu'on ait, sans savoir comment ça allait se dérouler, je suis content d'avoir fait ça avec toi, mais c'est la première fois qu'on fait 1h30 d'un podcast, en tout cas avec moi. Là. Je sais pas si tu en as fait des podcasts d'1h30, là, mais c'est quelque chose. Une première, pourquoi pas? Écoute, joyeuse fête. Je salue tes filles et ta blonde. Puis je te souhaite un beau voyage dans le sud. Habituellement, tu en fais un l'hiver. Est-ce que tu vas en faire un? Non, il n'y a pas de voyage cette année. On va t'envoyer un chèque, on va faire de quoi, là? Oui. On va faire une levée de fonds. Et vive le podcast! Oui, merci. Salut! As we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland.